Moi, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce qu'on dit communauté israélite? C'est vrai ou pas? C'est quoi le Talmud? C'est quoi les Géonim? On peut dire la trilogie du Seigneur des Anneaux? Donc, tu vois, c'est pas clair en fait. Que j'ai dit plein de choses, mais en fait, j'ai rien dit. Si t'as fait attention. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce tout premier podcast qui s'appelle Conversation avec mon rabbin. Je m'appelle Nathan Smila et le but de ce podcast, c'est à travers d'une conversation avec le grand rabbin de la communauté israélite de Genève, le Rav Michael Ben Admon, d'aborder plusieurs thèmes, plusieurs sujets sur le judaïsme, sur le monde actuel, sur l'éducation, sur voilà. Donc on a préparé tout un tas de choses et en espérant que ça vous plaise et je vous souhaite une bonne écoute. Et c'est ainsi que je présente le Rav Michael Ben Admon, qui est un ami de longue date depuis plusieurs années. On se côtoie, on travaille ensemble aussi beaucoup et du coup on se tutoie en fait. On va Parce se qu'on se connaît tutoyer. bien. Voilà, Nathan, on va se tutoyer, c'est plus simple. C'est informel. Et puis, on est là pour parler, en fait, d'une façon informelle. On n'est pas là pour faire des conférences, on va dire, universitaires, mais uniquement pour parler. On échange. Voilà, c'est aussi le but, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Conversation avec mon rabbin, c'est que on trouvait que c'était intéressant. On a des conversations qui sont parfois sur des thèmes et ça part dans tous les sens. Et après, je rentre chez moi le soir, je me dis, mais en fait, c'est des thèmes qu'on n'entend pas souvent, ou peut-être que je les entends pas moi dans mon quotidien. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer ce projet ensemble. Et puis, il y a des fois aussi des thématiques qu'on aborde et on n'a pas le temps d'approfondir. On n'a pas le temps vraiment de prendre le temps vraiment de comprendre la problématique. On est là, on se côtoie, mais entre deux rendez-vous, dans un couloir. Moi, j'ai l'impression que de parler d'une façon totalement décomplexée. Alors oui, avec chapeau de rabbin, ça paraît un petit peu très formel, mais je crois que le but du jeu, c'est vraiment d'inviter les personnes qui vont écouter notre échange à réfléchir avec nous au sujet qu'on va aborder. Moi, je ne m'engage pas, Nathan, Mm. à te donner des réponses. Je ne J'espère m'engage que, pas. j'espère que j'en aurai quand même Non, quelques-unes. ou alors on dira que c'est toi le rabbin et que moi je converse avec toi. Mais alors, moi je ne m'engage pas à te donner des réponses. Ok. On part D'emblée. comme ça, Ouais. on se met d'accord. D'emblée, moi je m'engage avec toi à discuter, à réfléchir, à essayer de faire le contour des problématiques qu'on va aborder. Mais tu me fais pas le coup du rabbin qui répond par une question tout le temps. Il va falloir au Euh, bout d'un moment que tu nous répondes et eh ben, que... Joker, peut-être que oui. Ah, est-ce Alors que de tu quoi? veux... déjà, est-ce que tu veux... Bah là, moi, je te connais très bien depuis des années, mais est-ce que tu veux te présenter, dire quelques mots sur toi? Ça fait 2 ans et demi que je suis le grand rabbin de la communauté israélite de Genève. Donc, communauté très diverse, très plurielle, séfarade, ashkénaze, Orient, Occident. euh, on va dire, on parle le français, mais on n'est pas vraiment en France. C'est pas trop l'Europe sur certains points. Donc, une communauté très agréable, très sympathique, Et pourquoi on dit Madame la communauté? Présidente. Ah, Et, et voilà, donc je suis là, et puis heureux de mon travail au quotidien. moi, je me suis posé une question, Mm. et c'est peut-être évocateur. On dit beaucoup communauté juive. Ok, moi, je suis français, je viens de Paris. Pourquoi est-ce qu'on dit communauté israélite? C'est un terme qui a été utilisé en France il y a, je sais pas, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 70 ans pour ceux qui habitent côté France. Est-ce que, enfin, tu sais expliquer pourquoi? Moi, bah, tu vois, je me pose cette question en fait. Alors regarde, le terme israélite, c'est vraiment le terme napoléonien qui vient désigner la communauté juive. Et jusqu'aux années 60 à peu près, on se présentait comme étant de confession israélite. Ok. Et Oui, on le voit mot dans les juif vidéos avait... d'archives. Tout à fait. Et le mot juif avait été perçu, on va dire, comme étant trop, à mon avis, hein, très ethnique. Ok. Israélite, ça permettait justement de parler du juif comme étant une personne qui avait une identité religieuse, Ah ouais, spirituelle, c'est marrant, j'aurais dit israélite. l'inverse, moi. Parce que israélite, ça me fait penser au peuple, justement, alors que juif, ça m'évoque le côté religion. Tu vois, c'est marrant, moi, Ouais, c'est j'aurais dit vrai, c'est vrai. l'inverse. Moi, à mon avis, si on avait dû aujourd'hui renommer la communauté, elle aurait été peut-être nommée Communauté juive de Genève. Ok. Mais je crois que c'est l'héritage d'un certain judaïsme, une certaine conception du judaïsme d'il y a environ 40-50 ans, Mm. qui est resté ici à Genève et voilà, qui est rentré dans Il y a dans un les petit côté normes. préservé, voilà, c'est la Suisse,
c'est pas complètement dans On va pas l'Europe. rentrer dans les préjugés suisses quand même. Ici, tout se passe plus doucement, tout change plus lentement. Et c'est ça qu'on aime aussi, c'est ce côté, cette particularité culturelle qu'on retrouve aussi ici. Ouais, tout à fait. Peut-être que dans la communauté israélite de Genève, il y a aussi justement le fait que le judaïsme, c'est une religion. Mm. Euh, on se rappelle de la phrase de Clermont-Tonnerre, tout juif en tant qu'individu, rien en tant que nation. Cette fameuse phrase-là qui avait été tellement importante, qui avait vraiment insisté pour que le juif qui va s'intégrer, en tout cas dans l'espace français, soit un citoyen C'était un français. député français à l'époque de Euh, l'Algérie française, c'est ça? Au début du siècle, début du siècle dernier, sur la place des Juifs dans la société Ok. française, l'idée c'était véritablement De trouver une solution d'intégrer pour le intégrer les Juif Juifs à et la société, en lui refusant tous les droits en tant que toute nation. aspiration nationale, c'est-à-dire Ouais. même en tant que communauté, vous êtes une communauté religieuse dans l'espace de la France, Mm. et c'est à ça que vous devez aspirer, Ok. et pas plus. Ok. Donc c'est vraiment, on va dire, cantonner le judaïsme dans sa dimension spirituelle, j'aurais même dit cultuelle, Mm. de façon extrêmement stricte, et enlever toute autre connotation qui puisse être justement le peuple d'Israël, la nation Dans d'Israël. un but de cohésion des peuples qui sont dans la même nation. En fait, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Après, c'est ce que je vois autour de moi, mais j'ai l'impression que les Juifs aujourd'hui, que je côtoie, les Juifs de France, même aussi les Juifs de Genève ou de Lausanne, ils ont ce côté de se dire, en fait, on appartient à un peuple. Non, tu crois pas? J'ai l'impression à chaque fois que je parle, je vois plus trop le côté, non, mais c'est juste une spiritualité. Bon, après, en vrai, je sais ce que tu vas me dire, parce que j'ai l'habitude de parler avec toi. Mais il y a mille et une identités juives, en fait, Alors, à ce oui, niveau-là. mais je vais te dire, il y a à peu près 6 mois, 8 mois, dans un des cours à la synagogue, j'ai posé la question. Il y avait environ 50 personnes, et je leur ai dit, d'après vous, la question des questions, nous sommes un peuple ou une religion? Et bien la majorité m'ont répondu, on est une religion. Ah ouais, Moi, ok. j'ai cru tomber de ma chaise, parce que j'avais justement l'impression que c'était assez, on va dire, clair aujourd'hui, Hmm. qu'en fait, on est un peuple, et ça me paraît tellement évident. Pourquoi? Parce que si on dit qu'on est une religion, alors quelqu'un qui n'est pas religieux, Il est plus en dans quelle le... mesure Ouais. il fait partie du groupe? Si on est un groupe religieux, donc ça veut dire qu'on a une certaine doctrine, une certaine croyance, une certaine pratique, mais si on Hmm. n'est pas dans ce système religieux, Donc, tu vois, c'est pas clair, en fait. Ni pour nous en tant... Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a quelques mois, il y a un humoriste qui s'appelle Kairon, je sais pas si tu connais. C'est un humoriste français, ouais, et en plein spectacle, il interpelle quelqu'un dans le public. Et c'était une fille juive. Et il lui dit, t'es quoi, toi? Elle me dit, bah, je suis juive, mais je pratique pas. Il dit, bah, en fait, t'es pas juive. Et elle explique. Et donc, tu as ce débat. C'est une vidéo que tu peux regarder sur Internet. Il y a même le Rav Gottferstein qui a commenté à travers ses vidéos. Il fait beaucoup de vidéos sur TikTok et Instagram. ouais. Et en fait, il y a un échange comme ça, hyper intéressant, entre Kéron, donc un artiste français, et cette fille française aussi, j'imagine, mais juive, qui dit, mais en fait, mais je pratique pas et tout, mais c'est pas un facteur pour être juif. Pratiquer ou croire, c'est pas un facteur. Je suis né juive, ça va me suivre. D'ailleurs, on sait très bien que selon la loi juive, un juif qui se convertit au christianisme, à l'islam, au bouddhisme, il reste juif, mais avec une espèce d'autre spiritualité, mais il le reste. D'ailleurs, il y a même des pasteurs, je crois, ou des prêtres qui sont juifs de naissance et qui sont devenus prêtres. Nathan, c'est quoi la mesure J'ai peur de d'authenticité? ce que tu vas me C'est dire quoi là. la mesure Ça devient trop sérieux. de clarification qu'on va prendre dans notre podcast? On a l'habitude, nous les juifs, de dire, la tradition nous enseigne qu'un juif est né juif et restera juif toute sa vie. Mm. Et que c'est quelque chose d'indélébile, et c'est pour ça que c'est justement faire partie d'un peuple au-delà de l'observance. Ok, ça c'est ce qu'on dit, et c'est en effet ce qui a été accepté d'une façon assez claire par le monde de la halakha. Mais j'aimerais dire qu'on avait quand même des conceptions talmudiques, et même chez les Géonim, donc les rabbins du 9e, 10e siècle en Babylonie, qui considéraient que à certains moments, lorsque quelqu'un ne faisait plus euh, certaines actions, essentiellement le Shabbat, Mm. et se couper de la communauté, refuser le Shabbat dans son idée, dans sa relation avec l'existence de Dieu, d'un monde créé, eh bien cette personne était mise en dehors du peuple juif. Mais à vie, où il y avait un moyen de Alors, revenir. justement, c'est ça le truc, Ouais. c'est que en fait, on avait cet avis qui apparaît, mais on a tellement d'autres avis qui considèrent que
On peut pas mettre quelqu'un en dehors du peuple juif, on peut pas Il y imaginer a qu'on est. plusieurs avis en fait. Ce que C'est je veux ça dire, qu'il c'est faut que expliquer, c'est que, excuse-moi de te couper, et je pense qu'il faut remettre du contexte parce que tu as utilisé des mots aussi qui sont importants. Tu as parlé de Talmud, de Géonim. Juste avant de faire cette parenthèse, j'aimerais dire et que tu me confirmes qu'en fait, très souvent, il y a plusieurs avis dans le monde du judaïsme. C'est vrai ou pas? Il y a c'est-à-dire plusieurs avis. que Il y a pas, c'est rare qu'il y ait un avis où il y a plusieurs. On a toute la tradition de commentaires, on a les rabbinim, etc. Mais est-ce que tu peux, je te demande trois choses là, à la fois répondre à la question, à la fois dire c'est quoi le Talmud, et ensuite dire c'est quoi les Géonim. Vraiment qu'on essaie de reprendre les mots qui sont peut-être pour nous, qu'on utilise souvent, mais que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de dire. bon, alors on commence par la deuxième question. C'est quoi le Talmud? Ok, Le Talmud, c'est un ensemble, un corpus de textes qui a été rédigé d'abord la Mishnah autour de l'an 200 à peu près par Rabbi Juda Hanassi, Judas le Prince, qui voilà. est en fait une compilation des enseignements oraux qui circulaient dans les différentes académies talmudiques qu'on avait à différents endroits Voilà, c'est-à-dire en qu'avant Babylonie. avant cette période-là, on avait la loi écrite, donc la Bible, la On avait, Torah, le on avait aussi Tanakh. des textes écrits, on avait des textes, on appelait les Braithot, Toseftot, on avait des textes écrits, mais disons qu'on n'a pas de Ouais. certitude sur la façon dont ils étaient organisés. Est-ce que c'était systématique? Est-ce que c'était véhiculé comme étant des textes canoniques qu'on devait étudier? On sait qu'on avait le Tanakh, les 24 livres de la Bible, du Mm. Tanakh, Torah, Lévim, Ketuvim, ça on avait. Et il y On avait la sait loi orale. et on avait une loi orale. On avait une loi orale qu'on a véhiculée depuis Moshe Rabbeinu, Yoshua, et ensuite par les membres de la Grande Assemblée. Donc là, si on rentre dans un détail, on ne va pas en finir, hein, mon ami. Non, je sais. Alors Mais viens, on a une heure et demie. voilà. Et après, On on a le a donc, temps. après, on a les sages du Talmud qui vont venir discuter les textes de la Mishnah. Ok, donc la Mishnah, c'est la loi orale qui a été écrite. Voilà, C'est un choix qui a été fait à une certaine période pour la conserver. voilà, Et le Talmud, c'est les commentaires de cette loi voilà. orale On qui a va été dire comme écrite. ça. On va dire comme ça. Ok. Quand est-ce que le Talmud a été scellé, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a fini la rédaction du Talmud? On a différents avis entre le monde de la tradition et le monde universitaire. Mm. Allez, on va dire qu'autour du 6e, 7e siècle à peu près, on a scellé le Talmud. Après Ok. ça, on a une période où on a des rabbins qu'on va appeler Svoraïm, qui eux vont également, certaines fois, introduire encore des touches à eux dans le Talmud. On a des textes dans le Ouais. Talmud. Donc ce nom-là, Svoraim, Ouais, ça correspond à une période. En fait, on les oui, nomme parce que c'est les rabbins d'une période. voilà, exactement. Et Ok. on sait qu'on a certains textes dans le Talmud qui sont présentés dans le corpus talmudique, mais on sait que ce sont des textes rajoutés par les Mm. Svoraïm. Il y a énormément de textes qui ont été rajoutés, certaines fois on le sait, des fois on ne sait pas. Il y a d'autres textes également qui ont été rajoutés, donc qui ont été introduits par des rabbins, on va dire, anonymes, qui ne sont pas nommés. On avait un grand professeur, le professeur David Weissalivni, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui lui a justement également opéré une œuvre incroyable sur les stamaïm, c'est-à-dire Ok. tous les rabbins qui ne sont pas nommés. Ok. Mais à travers toute Tout le cette période? Talmud. C'est-à-dire, en fait, la façon dont le Talmud a été élaboré au Mais comment il niveau. a su qui c'était? S'ils sont pas nommés, pas Ah, c'est écrits? une analyse qui est à la fois textuelle, à la fois, je dirais, dans l'argumentation talmudique. Qui est le rabbin qui a été sollicité pour poser une question qui apparaît, mais qui n'est pas, on va dire, identifiée avec un personnage? Enfin, c'est tout Ok, c'est un gros travail. un gros travail. Alors pour en revenir à Et nos attends, et moutons. j'arrive aux Alors, Géonim. Les Géonim voilà, sont les donc les rabbins. Géonim. Gaon, ça veut dire en hébreu un génie, mais en réalité, Ok. les Géonim, c'est une institution, ce sont les rabbins qui vont diriger le judaïsme babylonien. Ok. Donc, c'est où la Babylone aujourd'hui? C'est l'Irak. C'est on the river Ça? of Babylone, tu Ouais. sais. Alors, La bref. chanson. Tu Alors, c'est en veux Irak. dire un petit couplet? Voilà. Donc, c'est les rabbins irakiens. Donc, c'était en Non. fait le judaïsme qui était exilique et Ok. qui en fait était dirigé par ces rabbins. Et ces rabbins, c'était à la fois les représentants de la communauté juive face aux autorités locales, mais c'était également les chefs de Donc la c'est pas communauté. 19e siècle. Ah non, Parce pas que du tu as dit tout. Là, on 19e est siècle non, tout à l'heure. 8e, Ah, 9e. 8e, ok. Donc au 8e, 9e siècle, Voilà, les Géonim, 8e, 9e, les Géonim. selon le Talmud, ils pouvaient dire, bah en fait, nous, on tranche que un juif qui pratique pas du tout et qui transgresse toutes les lois, il appartient plus au peuple juif. Alors, Donc c'était tranché comme ça à l'époque. une seconde, laisse-moi. Les Géonim vont, eux, introduire une nouvelle littérature qu'on ne connaissait pas auparavant, qui commence avec eux, c'est la littérature des responsa. En hébreu, Ok. She'elot ou Shuvot. Et en français, Question, réponse. Responsa. ok. C'est en Donc fait les questions. questions-réponses, Voilà. des gens du peuple juif qui posent des questions
Voilà. et ça fait un cas juridique, c'est ça? Exactement. Et comme Ok. dans le Talmud, on a énormément d'avis, Mhm. c'est des débats. On a certaines fois des capacités à dire sur certains sujets. Dans le Talmud, la halacha est avec tel sage. Il y a plein de principes comme ça. Discussion entre tel rabbin et tel rabbin. Halakha comme tel rabbin. Dans des débats qui sont des débats d'ordre pécunier et financier, ce sera selon tel Parce rabbin. qu'ils ont une autre spécialité, un peu comme des espèces de rabbins avocats ou rabbins juges, Oui, ce qui c'est-à-dire traitent que que du droit, c'est ça? c'est plus compliqué. Ça veut dire que là, c'est vraiment ce qu'on appelle les klalé-psycha, les principes de fondation de la halakha. Mm. Et ce sont des principes qui vont apparaître à différentes époques et qui vont également changer au fil des époques. Ok. Et changer si c'est en Afrique du Nord, si c'est dans les terres séfarades, dans les terres ashkénazes. Bref, mon ami. Viens, on fait cette histoire parce que là, on va pas s'en On va sortir. pas s'en- Bref, donc je dis qu'à l'époque des Je bois de Géonimes, l'eau pour me remettre de toutes ces informations. à l'époque des Géonimes, on a donc un avis Mm. qui est rapporté, qui évidemment se base dans le Talmud. Les sages, les Géonimes ne vont pas se prononcer sans avoir une base talmudique. Donc ils vont amener un texte dans le Talmud Hérouvine, où là-bas on a, on va dire, une tradition qui dit Haïtana, des Chamiri les Shabbat, qui Avodazara. Et on a un rabbin qui considère que la transgression du Shabbat, c'est comme si on était dans l'idolâtrie. Ok. Et ensuite, on a également pas mal de traditions qui sont ramenées et qui nous disent qu'en fait, il est possible qu'un juif qui justement était un peu trop loin dans la prise de distance avec son judaïsme, on est dans un monde où soit tu es juif et tu fais Shabbat, soit tu es juif et tu fais pas le Shabbat, mais à ce moment-là, tu appartiens à un autre monde religieux. Alors que là, c'est plus du tout ça. On n'est pas dans un monde séculaire, il n'y a pas de laïcité, donc tu n'es pas dans un entre-deux. Donc, je finis l'argument. Donc, ces rabbins-là amènent en effet des traditions qui tendent à dire qu'il est possible qu'un juif perde sa judaïté. Ok. Alors, c'est quelque chose que je dis qui peut C'est être. fou quand même. Ça peut être entendu C'est comme fou. une bombe. Mais aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui tu Alors- dis ça, c'est insupportable. C'est pas insupportable. Attends, avant d'avoir d'abord l'appréciation sociologique, d'abord, on va dire, on est d'abord dans la recherche, ne serait-ce que de la vérité textuelle. Ouais. Qu'est-ce que le texte Parce nous que dit? toi, tu as tout un raisonnement, un cheminement pour savoir où est-ce qu'on arrive en fait. C'est C'est-à-dire ça qui est que- important. Voilà, c'est-à-dire que C'est pas quand de donner une réponse comme ça. Ce qui est Non. important, c'est de connaître le raisonnement. et également de voir les limites d'un raisonnement. Alors, quand ces sages vont dire ce qu'ils ont dit sur le Shabbat, alors évidemment, après, tu en as un autre qui va arriver 50 ans après et qui va dire mais comment tu peux imaginer qu'un juif qui a transgressé le Shabbat, il a perdu sa judaïté à la lumière d'un autre texte qui dit que Israël a fait le pichechata, Israël ou un juif, même s'il faute, il restera un juif. Et ça a Ok. été dit dans le traité Sanhédrin à propos d'une personne qui s'est convertie et qui a après abandonné le judaïsme. Ok. Et sur une Traité telle personne- Sanhédrin du Talmud. Voilà. Ok. Et sur une telle personne, on va dire, même s'il a fauté, c'est-à-dire même s'il est revenu à son action pré-conversion, eh ben, il reste juif. Alors, comment tu peux me dire qu'un juif qui ne fait pas Shabbat? Alors, on a après d'autres qui vont arriver, qui vont dire, non, mais le Shabbat, c'est pas une mission, c'est pas une mitzvah comme une autre, pas un commandement comme un autre. Ok. C'est essentiel, c'est fondamental. Et donc, en fait, on a, c'est vrai, une évolution incroyable. J'avais écrit il y a longtemps un C'est un article. dialogue intergénérationnel entre les rabbins. Non, ça j'aimerais qui est dire fou. pour les personnes qui nous écoutent et qui sont un petit peu étonnées par ces propos, Ouais. qu'on n'a pas le temps maintenant vraiment de rentrer dans tout le débat halachique. Alors viens, on clôture ce sujet. On passe à Voilà, un autre mais sujet. ceux qui sont intéressés, Ok. il y a un livre qui a été écrit. Moi, j'ai écrit un article là-dessus il y a 25 ans à peu près. Ok. Et après cela, il y a un livre qui est paru, très intéressant, de deux chercheurs israéliens, Avi Sagi et Zvi Zohar, qui parlent justement de cette problématique et qui vont analyser les différents avis à différentes périodes. Maintenant, on va dire, à bon entendeur, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire ce sont des chercheurs, ce ne sont pas des rabbins, oui, mais ils analysent la halakha. Ce sont des traditions qui existent, même si elles n'ont pas été retenues dans le discours rabbinique comme étant porteuses d'une valeur halachique. Tu entends ce que je te dis? Ouais. Il est possible Donc, qu'aujourd'hui, c'est en pas la effet, halakha. ça veut On dire peut que l'utiliser pour réfléchir, mais Voilà, c'est pas de la halakha. exactement. C'est pas de la. Comment tu traduis halakha pour ceux qui. c'est pas quelque chose qui est c'est pas juridique, c'est pas de la loi. Ok. Ça n'a pas été tranché comme une loi. Mm. C'est-à-dire que dans certains cas, on a des avis qui sont des avis minoritaires qu'on va des fois aller rechercher à l'époque médiévale pour trouver des solutions à des problèmes contemporains. Ok. Mais cet avis-là, c'est vrai, il est apparu chez les Géonimes. On voit une analyse assez intéressante dans les propos de Rabbi Yosef Karo, Beth Yosef, 15e siècle. Ok. Un Ça, peu. c'est encore un Voilà, sujet. bref, mais en tout cas, Voilà. c'est vrai que c'est pas quelque chose. Mais moi, je l'évoque. Mais on va en parler après. Je l'évoque de pour ça. parler en fait des limites du judaïsme, de la judaïté, de l'appartenance.
Et en fait, d'une façon un peu aussi provocatrice, c'est vrai, pour dire que ce qu'on croyait certaines fois comme gravé dans le marbre, qu'un juif, il reste juif, ben, sachez que même là-dessus, et là je réponds à ta première question, même là-dessus on a des débats. Encore aujourd'hui. Mais des débats qui sont pas tranchés. Ça veut dire que c'est en discussion. Voilà, si Parce tu qu'il y a veux. plein de cas différents. Ok. Voilà. Alors viens si tu veux, si tu acceptes, on ferme cette parenthèse. Qui est, en fait, c'est un sujet énorme. Ah oui. C'est un sujet énorme. Et alors pour ce premier podcast, ce qu'on avait pensé, c'était de proposer quelque chose d'introductif. Qu'est-ce que le judaïsme à travers plein de mots qu'on peut entendre, la Torah, le peuple juif, les mitzvot, le Talmud, on en a parlé, parler du peuple aujourd'hui, la diaspora, les juifs qui habitent en Israël, les Israéliens. Donc en fait, le but, c'est un petit peu de décoder tout ça, tu vois, d'essayer de faire une espèce d'état des lieux sur c'est quoi le judaïsme, pour qu'on comprenne ce que c'est à la fin de ce podcast. Alors, ça c'est le sujet Peine d'une vie, hein. perdue. Mais évidemment que ça va prendre beaucoup plus de temps, mais on va dire que voilà, c'est pour donner des bases un petit peu à tout le monde. Est-ce que ça te va? Moi, ça me va. En fait, je pense qu'on va défricher Ouais. un petit peu et on va essayer de poser les limites, les contours Mm. de ce qu'on peut appeler le judaïsme. Mm. Et mon cher Nathan, je te pose ta question. Commence-toi. Donc c'est moi Si on répond, si tu poses la Ouais. question, c'est quoi le judaïsme? Vakasha, c'est quoi ta réponse à toi? Alors, oula. En fait, j'avais une autre question que je voulais te dire que j'avais préparée. Du coup, là, tu me prends de court. Je sais pas. Alors, ok, je vais te répondre. Donc, le judaïsme, pour moi, c'est très personnel, hein, évidemment. Euh, le judaïsme, déjà, pour moi, c'est. Je vais dire plein de choses, ok? Parce que j'ai pas envie de me faire disputer. Donc, je vais dire plein de choses, mais je vais pas hiérarchiser ce qui est important ou pas important. Alors, pour moi, être juif, ou qu'est-ce que c'est le judaïsme, on va dire, voilà. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est déjà. euh, c'est quoi? Ok. Ah, J'ai t'as vu, trouvé. la question, C'est elle n'est pas pas facile. simple. Hein. C'est pas facile. Non, Je vais. on parle du judaïsme en tant que phénomène Voilà, c'est ça. séparé de notre Je me suis expérience fait avoir. vécue. C'est pas très bien. On parle de ma conception du judaïsme, même si je la partage pas, on parle de... Donc Je vais donner une réponse. J'ai fait un voyage en Israël qui s'appelle Taglit. Donc tu connais, c'est un Ouais. voyage qui est offert pour visiter Israël avec un groupe de 40 personnes, 10 jours, etc. Que je recommande d'ailleurs à tous les jeunes à partir de 18 ans. Et on avait un super guide touristique, ok, qui s'appelle Shmuel, que j'embrasse si j'ai la chance qu'il m'écoute. Et il m'a dit, on a fait une activité, il nous a dit trois choses. Il nous a dit, il y a la terre d'Israël, il y a le peuple juif et il y a la Torah. Et il nous a dit, vous allez vous placer, donc il a mis trois pierres par terre, il a dit, vous allez vous mettre là où vous vous sentez le plus proche euh, sur votre identité juive, ou pour vous, c'est quoi le judaïsme? Et pour moi, en fait, il y a ces trois dimensions-là, tu vois. Alors évidemment, il y a la halakha, il y a la loi juive, et juif celui qui naît d'une mère juive ou qui se convertit. Ça, c'est évident, tu vois. Mais là, sur le côté un peu plus réponse humain, pour moi, il y a ces trois choses-là, en fait. Pour moi, le judaïsme, c'est ces trois choses-là. Ok, je te challenge. Est-ce que j'ai bien répondu? Non, je te challenge. Il n'y a pas de bonne réponse. On n'est pas chez Jacques Martin. D'accord. Alors, je te challenge. Ok. Tu me dis la chose suivante. Normalement, On a c'est moi qui trois. dois te poser des questions. Oui, Hein. mais c'est pas grave. Ouais. On On a retourne t- tout. Tu Allez. dis, on a trois pôles. Oui. Et en fait, Shmuel, que je salue également, si c'est le même Shmuel, On alors verra après, on débrief. voilà, lui en fait, il a utilisé une terminologie qui est moderne, qui a été en fait mise en place par un monsieur très intéressant, Shlomo Zalman Shragai, Ok. et après repris par le Rav Kook, qui est en Ok. fait la trilogie sacrée. Am Israël, Eret Israël, Torah Israël. Ouais. On peut dire la trilogie du Seigneur des Anneaux? On peut Ouais, comparer ou pas? d'accord. En fait, mais si par exemple, il avait pris une autre terminologie, empruntée au traité des Maximes des Pères, Masechet Ouais. Avot, il aurait Pirkei peut-être, Avot. et Pirkei Avot, il aurait Ouais. peut-être utilisé une autre Qu'est-ce qu'il aurait trilogie. dit? Il aurait pu dire par exemple à la Torah, va la Avoda, va le Gimel Chassadim. Voilà. Mais c'est plus d'actualité dans un monde Mais moderne. la Torah, c'est l'étude de la Torah. La Voilà. Avoda, c'était à l'époque les sacrifices au temple, mais on va dire c'est la prière. Donc C'est les la rites. Torah, on va dire c'est la spiritualité, c'est l'étude. Ouais. La Torah, c'est C'est donc l'action. ensuite voilà, La Avoda, Avoda, c'est l'action. c'est l'action, le monde de l'action. La pratique, c'est-à-dire Ouais. donc étude, donc théorie,
pratique. Et puis, Gmilut Chassadim, ben, c'est la justice sociale. Gimilut Gmilut Chassadim, Chassadim, c'est la justice justice sociale. sociale. C'est le fait de donner de l'argent à ceux qui ont besoin. Ouais. C'est le fait d'être présent pour ceux qui ont besoin, d'être à l'écoute. Ok. C'est-à-dire faire en fait que ce monde soit un monde meilleur au niveau Mais ça, il y a perso. 500 ans, on aurait pu le dire en fait. Mais Mais aujourd'hui, ben moi, alors, pourquoi je ouais. te challenge? Parce que là, toi, tu réponds à la question en utilisant cette trilogie donc de Am Israël, Eret Israël, Torah Israël. Le peuple, la Torah, la Et la terre. terre, ouais. Et on va en parler. Moi, j'apprécie cette trilogie. Ce que je veux Ah, ça va. uniquement, Je suis non, rassuré. non, mais ce que je veux uniquement dire, c'est que des trilogies qui tendent à définir d'une façon quasi exhaustive c'est quoi le judaïsme, on en a vu dans l'histoire du judaïsme, dans la pensée du judaïsme, des dizaines, des flopées. Ouais. Donc moi, je trouve on que s'enferme en l'exercice, fait, c'est ça? non, moi je trouve que l'exercice, il est superbe au niveau pédagogique. C'est-à-dire pour essayer en fait de te positionner toi en tant que guidé par Shmuel, notre guide. Alors c'est très bon comme activité. Ouais. Positionne-toi par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu connais, par rapport à quoi tu aspires, Ouais. par Après, il y a rapport eu à un ces trois débat. pôles. Évidemment qu'après, il y a eu un débat parce que tout le monde n'était pas au même endroit. Ben oui, parce que dans le C'était âme, intéressant. bien sûr. Maintenant, je vais te répondre un petit peu par une anecdote. Il y a pas mal d'années, je ne suis pas non plus très vieux, non, il y a pas mal d'années, j'ai une étudiante qui est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, c'était en Belgique à l'époque, on était 1 an en Belgique, 10 mois en Belgique. Elle vient me voir, elle me fait, voilà, je vais écrire un travail sur le judaïsme. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais, mon enfant, avec plaisir. Et je lui fais, dites-moi un petit peu, c'est quoi le cadre? Elle me dit, c'est environ 60 pages. Oh, Impeccable, 60 ok. pages, c'est quand même pas mal. Alors, je lui dis, alors c'est quoi le sujet? Elle me dit, eh ben, le judaïsme. Je fais, oui, mais le judaïsme, c'est-à-dire, quoi dans le judaïsme? Ah, tout! Tout! Comment ça, tout? Ben, la Torah, Shabbat, la cacheroute, les fêtes. Je fais, mais vous êtes folle, madame, c'est En impossible. 60 pages, c'est impossible. En 60 pages, c'est même pas le temps de commencer à poser la question de la première lettre qui va entamer le sujet. Je dis, mais enfin, vous rendez pas compte de ce que vous dites, c'est impossible. Et en fait, on apprend quoi de là? Que quand on n'a pas une connaissance un petit peu approfondie de ce que veut dire le judaïsme, même dans ses littératures, dans son histoire, dans sa sociologie, ben en fait, on aplatit tout à quelque chose qui s'appelle le judaïsme pour les nuls. Mais le judaïsme pour les nuls. Mais c'est une introduction pour ceux qui connaissent pas. Il faut bien commencer quelque part. Mais on dit quelque chose et on va le dédire immédiatement. Dans la culture juive, on a cette tradition en fait de dire quelque chose Et de dire son contraire. et de poser une question sur ce qui a été dit. En fait, c'est un peu comme le pour et le contre. C'est ça? On dit qu'un Thèse, argument. antithèse. Voilà, c'est ça. Il y a une tradition. Après, moi, c'est quoi? J'ai de la sympathie pour cette étudiante parce que au final, on ne sait pas c'était quoi son niveau. Est-ce elle était juive? Cette étudiante? Non. Elle n'était pas juive. Ok, donc il faut bien qu'elle démarre quelque part. Tu vois? Et même pour un juif qui grandit dans une famille où il n'y a pas eu de transmission, parce que eux-mêmes n'ont pas reçu de transmission des grands-parents, etc. Il faut bien démarrer quelque part. Alors, moi, je constate que dans mon entourage, effectivement, il y a des juifs aujourd'hui qui se disent ok, moi, je sais que ça, j'ai envie d'apprendre plus. Donc, ils s'investissent. Il y en a qui disent moi, on m'a appris ça, mon identité, elle se base là-dessus. Et voilà, ils approfondissent un petit peu, tu vois, mais c'est occasionnel, etc. Donc, en fait, tout le monde n'a pas la même motivation à approfondir. Toi, tu es rabbin. En plus, tu es docteur en philosophie. Est-ce que tu as d'autres titres cachés? Bien sûr. Est-ce que tu n'as pas un titre d'agriculture, d'ailleurs? Ah, j'ai mon permis de conduire de tracteur, ouais. C'est déjà ça. C'est pas mal, hein. Mais tu vois, toi, c'est toute ta vie. Tu approfondis, ça t'intéresse, tu rentres chez toi, tu lis. Alors que la majorité... Donc, je comprends, en fait, ces ouvrages de 60 pages. Tu vois, je les comprends. Il faut... Et c'est une introduction. Comme aujourd'hui, on a la page Wikipédia. Imagine, tu t'intéresses, je sais pas, à l'Ouganda. Tu vas pas lire un truc de 1000 pages. Tu vas ouvrir la page Wikipédia, tu vas t'introduire. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors moi, je te réponds maintenant. Tu m'as dit, toi, ta définition, en tout cas l'exercice des trois pôles. Ouais. Le Alors, peuple. je te repose la question. Voilà. Ok. Rav Ben Admon, Oui. quel est pour toi le judaïsme? Ok, donc moi, je te réponds pour moi. Oui. C'est-à-dire que je te réponds Toi, personnellement? d'une réponse exactement personnelle, ici, aujourd'hui, et peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas ça, et que dans 3 jours, ça sera différent. Ok. On est d'accord? Alors aujourd'hui, moi, je vais définir le judaïsme, allez, mon judaïsme, avec différents cercles concentriques. Au centre, on a l'étude.
C'est-à-dire, nous, en tant que juifs, on étudie. Ok. On pose des questions, on interprète, on est dans une évolution, dans une identité dynamique. On est avec une sorte de bouillonnement au centre du C'est le système. fil rouge. C'est notre culture. On a une culture de Voilà, c'est l'étude. l'atome du centre qui, Ok. plus tu vas à l'intérieur, plus tu vas découvrir que dans cet atome qui extérieurement te paraissait extrêmement simple, tu rentres à l'intérieur, tu te rends compte en fait qu'il y a des révolutions, des bouleversements. Enfin, on a Donc compris l'étude, l'image. l'approfondissement, la réflexion. Voilà, Ok. voilà. Introspection, dimension. Tout est vraiment en fait Mm. discuté. Autour de ça, on a évidemment la pratique. C'est-à-dire que, et là j'ai un propos qui est plus théologique que sociologique. Ok. Dans mon monde juif à moi, tel que je le perçois, la pratique est essentielle. Ok. La pratique halachique, je Pourquoi? parle. Pourquoi? Parce que je ne crois pas aux grandes déclarations. Et je crois que c'était une sorte de divorce avec le monde d'avant l'émergence de la halakha, qui vient et qui parle de grands principes, de grandes valeurs, mais après on a des grandes valeurs qui sont prônées par des grands salopards. Et donc, en fait, moi je me dis que les grandes valeurs sont implémentées dans les détails du quotidien. Mm. Oui, ça peut s'entendre comme une sorte d'apologie de la halakha, discours apologétique. Je rentre pas là-dedans. Ce que je Ok. veux dire, c'est que moi je crois que les grandes valeurs, elles ont une place dans un monde, dans un vécu authentique, Mm. uniquement quand elles sont mises en pratique. C'est-à-dire que tu vas comprendre quelque chose parce que tu l'as agi, parce que tu l'as fait. Mm. C'est très behavioriste, ce que je dis. C'est-à-dire que tu peux parler du chocolat, faire 20 thèses de doctorat sur le chocolat, tu n'as pas goûté un carré de chocolat, il te manque un peu quelque chose. Ok, alors tu sais quoi? Viens, on fait une pause. Attends, non, Attends, on laisse-moi. fait une pause de ce que tu dis. On Je prend un sors bout de les chocolat. téphilines. Ah Non, bon. j'ai pas de chocolat. Je sors les téphilines. Ouais, Ok, donc je vais montrer c'est quoi les téphilines. ouais, Parce que moi, c'est ça qui me. Quand tu parles de mise en action, ouais. ça me fait penser à ça. Ah oui. Voilà. Et je pense que même. Je me remets devant le micro. Donc, je pense que même de ce que tu dis, en fait, moi, ça me fait penser au téphilines. C'est-à-dire que ce que tu dis, et après, c'était juste pour souligner ce que tu dis, hein, c'est que on peut pas étudier tous les jours. Voilà, il faut mettre les téphilines et en fait, il faut mettre un boîtier sur la tête et le bras et penser à Dieu. On va pas lire cette phrase tous les jours, on va le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on va sortir. Moi, j'adore le mot en français, phylactère. On est Ouais. dans la poésie tout de suite. Ouais. On va sortir les téphilines, on va les fixer sur notre bras, on va les fixer sur notre tête. Et en fait, moi, j'ai une petite interprétation, si tu me permets. Euh, c'est que les sages, les rachamim et la Torah telle qu'elle a été pensée et qu'elle a été donnée par Dieu, c'est de dire, en fait, les amis, il y a un côté psychologique, en fait. Il faut que votre corps, c'est ce que tu dis, en fait, il faut que votre corps, il compose, il fasse une chorégraphie sur ce que vous pensez, ce que vous dites. C'est ça? C'est ça? Tout à Est-ce fait. que ça rejoint ce que Non, tu tout dis? à fait. C'est un Ok, bel exemple, la chorégraphie. ok. Ça veut dire que tu as le hardcore, c'est l'étude, avec les valeurs. Ces valeurs-là, elles auront un sens quand tu vas les mettre en pratique. Donc, tes filines de la tête, l'idée. Hmm. Tes filines du bras, l'action. Cerveau, cœur. Hmm. On a aussi le cœur, voilà. Bon. Et puis, mais attention, c'est pas et. C'est-à-dire que tu dois toujours garder, dans ma conception du judaïsme, le lien entre les deux. C'est-à-dire que si je parle des grandes valeurs, des téphilines, mais je ne les mets pas, alors à ce moment-là, il y a quelque chose que je zappe dans l'expérience C'est pas complet. de poser sur mon bras du cuir. Mm. Il y a des choses qu'on ressent que quand on le fait, quoi. Il y a pas, tu peux parler du sport, tu n'as pas couru pendant 10 km, tu n'as J'allais pas sortir, transpiré. j'allais sortir cet exemple parce Voilà. que ça fait des mois, je dis je veux faire du sport et j'ai pas maigri en le disant. Voilà. Et là, je l'ai repris cette Exactement. semaine. Bon, mais d'un autre côté, je me dis, après, tu peux tomber dans le revers, c'est-à-dire tu mets les TF, tu mets les tefilines, mais tu t'enfermes dans l'orthopraxie. C'est-à-dire, bah, je l'ai fait. Et c'est vrai, c'est validé. c'est validé. Et c'est vrai que dans la halakha, Et j'ai pas une connexion spirituelle ou j'ai pas, comme on dit en hébreu, il y a un mot que j'adore, c'est la kavana. ouais, On pourra détailler un petit peu l'étymologie des mots, mais la kavana, on pourrait traduire en français par l'intention. C'est-à-dire, je mets les téphilines, je pense à mon travail ou je pense que je dois faire les courses. Et en fin de compte, ce geste-là, en soi-même, il n'est pas complet. Parce qu'il n'y a pas l'intention, il n'y a pas le moment de se dire, attention, je mets les téphilines, c'est un moment important, c'est un moment de connexion. C'est ouais. ça que tu veux dire? Ça veut dire qu'on a, oui, c'est vrai, évidemment, Mais au c'est quotidiien, la pas banalisation de facile. l'action. C'est pas facile. Tu comprends que c'est pas facile pour moi. Enfin, mais je le sais que tu comprends. Mais en fait, c'est pas évident. C'est hyper exigeant d'être juif. C'est-à-dire qu'il faut penser, faire,
être connecté en même temps? Attends, moi, quand je te dis, c'est mon judaïsme, ça veut pas dire que je suis au niveau de ce judaïsme, hein. Mais OK, c'est comme ça que je le ça me perçois. C'est-à-dire rassure. que eh oui, c'est-à-dire que moi, je te dis, tous les matins quand je me mets tefilines, j'aimerais bien justement je veux essayer de conserver en tête donc l'importance de l'étude. C'est quoi l'importance de l'étude? Pas uniquement me mettre dans un texte et étudier le nez dans le livre. Mmh, Non, que dans les phénomènes que je vais appréhender dans la journée, les gens que je vais rencontrer, je dois me dire comment je vais essayer de prendre de la hauteur par rapport aux événements qui arrivent. Comment je vais rentrer de l'étude dans tout ce qui m'arrive. mmh. C'est ça en fait qui doit m'accompagner dans la journée et les TEF du matin, entre autres, doivent me donner cette idée. L'action, Pour bah, le bras, comment voilà, donc étude d'action. Donc c'est les cercles, hein. 1er cercle étude, 2e cercle pratique, 1er cercle études, 2e cercle pratique. pratique. OK. 3e cercle justice sociale. C'est-à-dire relation à autrui, être un élément positif pour ta société dans laquelle tu vis, Mmh. que tu sois en Israël, société juive en majorité, ou alors en dehors d'Israël. Le juif a vocation à faire du bien au monde. Si on s'enferme dans une conception communautariste où ce qui nous intéresse, c'est nous et nous-mêmes, on est des nombrilistes, ben en vérité, à mon avis, enfin, et de ce que je vois dans les prophéties, Mmh. ce qui est écrit dans les textes des Névi'im, hein, Ishaïa, Isaïe, on a une vocation universelle, avec toute la modestie et la responsabilité que ça met sur nous. Mais je pense que justice sociale, c'est évident, quoi. Donc justice sociale, mais envers nous, envers nous-mêmes, donc le peuple juif, les confrères, ou je sais pas comment on pourrait dire, voilà, les corréligionnaires, et le monde aussi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, et c'est ça qui est fou dans le judaïsme, si tu me permets de souligner ça, c'est qu'il y a à la fois un côté particulariste, c'est-à-dire les juifs sont pas beaucoup dans le monde, ils sont 15 millions, 16 millions, on ne peut pas devenir juif comme ça du jour au lendemain. Euh, donc il y a une espèce de petite communauté comme ça, on a l'impression qu'ils veulent rester entre eux, mais en même temps, dans ce qu'on étudie nous au quotidien et dans notre manière d'être et dans les devoirs, dans les valeurs qu'on a, de s'occuper des autres qui sont pas juifs, de penser à eux. Enfin, moi, il y a une mitzvah que je trouve, donc un commandement qui est magnifique. J'ai une anecdote comme ça d'un rabbin. Je sais plus son nom et je sais plus dans quelle communauté il vivait, mais il allait rendre visite aux malades, mais à des non-juifs. Bien sûr. C'est-à-dire que pour lui, c'était une très grande mitzvah, un grand commandement de s'occuper des gens qui ne font pas partie de sa communauté. Parce qu'il y a un devoir moral en tant que juif, et là on revient à quelque chose d'hyper fondamental, c'est-à-dire il y a eu le mont Sinaï, donc il y a eu le moment de la réception de la Torah. Dieu donne la Torah au peuple juif et leur dit, vous allez être les prêtres du monde, en fait vous allez faire le lien entre moi et les autres peuples. Voilà, aujourd'hui, évidemment, ça c'était il y a plus de 3000 ans Ouais. dans notre histoire. Et donc, toi, tu dis que ton troisième cercle, c'est la justice sociale, c'est aussi l'écologie. C'est-à-dire que les premiers cercles, tu peux les vivre dans l'entre-soi. Toi avec toi-même, toi avec tes camarades, toi avec les gens de ta communauté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux être un bon religieux, comme on dit aujourd'hui, et un érudit, mais tu es totalement hermétique aux grands problèmes de ce monde. Ouais, t'es Tu enfermé vois un sur gars toi-même. qui crève la faim devant toi, Hmm. mais à part penser, ah ben la Torah me demande de le faire, c'est d'accord, donc je vais le faire. Non, moi je te parle, quand je dis justice sociale, c'est pas uniquement euh, une imposition juridique d'être quelqu'un de bon pour la société. Ok. C'est également traduit en termes de halakha, évidemment. Moi, je parle du sentiment que dans le monde, on est tous créés à l'image de Dieu. Hmm. On veut le bien de ce monde, que l'homme a quelque chose de positif. Alors, on va pas rentrer, est-ce que l'homme est bon ou mauvais? Ça dépend des périodes, ça dépend des histoires, ça dépend des moments dans la vie. Ouais. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire dans ce monde. Ce que nos amis américains appellent par le terme tikkun olam. Il faut réparer ce monde. Nos amis américains juifs. Juif, Il n'y a évidemment. pas Mais que les Américains, oui, non? mais c'est devenu une blague. En fait, c'est devenu tikkun olam. C'est un terme, avec l'accent américain, c'est un terme. Bon, mais il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. Hmm. Et ensuite, on a un autre cercle, dans mon judaïsme à moi, Ok, qui s'appelle la mystique. ok, Moi, je ne suis pas très mystique de nature. ok. Je n'ai pas cette fibre-là. Je suis sensible. Hmm. Je pleure, ça m'arrive de pleurer. Ça m'arrive quand je prie, j'essaie de rentrer dans un espace de prière
qui fait une place au cœur, à la sensibilité, et mettre un peu de côté la dimension cognitive, intellectuelle, pour essayer de parler différemment. OK, de te relâcher quoi, de Voilà, sortir, du voilà. modèle cartésien, Tous les termes du well-being, hein, lâcher prise, OK. d'accord. Maintenant, mais cette dimension du mystique, elle existe ou pas dans le monde juif? Dans un certain monde juif duquel moi je viens aussi, Mmh. c'est-à-dire une éducation également séfarade. J'ai eu également un moment ashkénaze, mais c'est un monde dans lequel la dimension mystique, elle est présente. Elle est importante en fait. Elle, Donc le monde séfarade, juste pour remettre un tout petit peu de contexte, hein, c'est, les juifs, du Maghreb, les juifs du Moyen-Orient, les juifs, qui voilà. descendent en fait des juifs d'Espagne, qui ont été expulsés il y a environ, Alors, les 500 ans juifs suite à séfarades. l'Inquisition. Séfarades descendent des juifs d'Espagne, mais les juifs d'Orient, Mmh. c'est-à-dire les pays d'Orient, donc l'Irak, l'Iran, la Syrie, tout ça, Mmh. ils étaient bien avant là-bas, hein. OK. Donc, et puis, on avait également des juifs en Afrique du Nord avant Mmh. l'expulsion des juifs d'Espagne, hein, voilà. Donc c'est les juifs qui parlent un peu trop fort quoi, Voilà, avec les mains, avec. dont on fait Voilà, partie nous 2. Mais voilà, c'est une culture orientale, voilà. méditerranéenne, Où il y a cette dimension mystique qui apparaît. Alors, elle peut être, elle est variable. Il y en a qui vont la mettre avec un quotient très élevé. Mmh. Et dès qu'il y aura un rabbin, on va se prosterner, on va lui embrasser les mains, il fait des miracles. Pour Mmh. d'autres, c'est un petit peu en mineur, on va dire. Mmh. Moi, je me dis que cette dimension-là, dans le monde des religions d'une façon générale, elle existe. C'est ce que Georges OK. Bataille, le sociologue Georges Bataille, qui était excellent et qui a écrit des livres très intéressants, avait écrit dans un de ses livres, Théorie de la religion, c'est le sauvage. Il y a un côté un peu sauvage comme ça dans la religion. Ouais. Il y a un côté sauvage, indomptable, Mmh. quelque chose qui ne rentre pas dans les catégories de la raison. Mmh. On n'est pas dans une religion de la raison à 100% comme Herman Cohen ou des choses comme ça. C'est vrai. Donc il y a quelque chose maintenant. Moi, dans mon monde à moi, les cercles que j'ai décrits maintenant, je les ai décrits comme qu'est-ce qui est au centre, qu'est-ce qui est autour et qu'est-ce qui va. Et plus on va vers l'extérieur, et je dirais, pour en tout cas la mystique autour, plus c'est édulcoré. OK. Maintenant, j'essaie de dire que cette définition du judaïsme, en fait, elle peut être valable pour plus qu'une personne. C'est-à-dire que tu sois un juif croyant ou pratiquant, ou moins croyant, moins Mmh. pratiquant, tu peux trouver ta place dans l'étude. Donc la dimension de l'étude, elle est essentielle, parce qu'on veut savoir c'est quoi le judaïsme. OK. La pratique, on est dans un monde où on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Et chacun va mettre en place une certaine pratique en fonction d'un impératif personnel, un choix familial, voilà. Ensuite, on a l'importance d'agir pour le bien de la société autour de nous. Mmh. Donc, tu as un choix de type, quoi. Tu veux aider les gens autour de toi. Et puis après, une petite dimension mystique qui est très personnelle, une touche personnelle. Tu peux la mettre en avant ou pas. Tu peux, si tu veux, lui donner un volume un peu plus épais, mais ça devient très perso. Donc moi, j'ai l'impression que cette définition du judaïsme, elle n'est pas exhaustive. On peut évidemment, elle reste très générique. Mmh. Parce que j'ai dit plein de choses, mais en fait, j'ai rien dit. Si t'as fait attention. En fait, j'ai rien dit. Tu vois. Voilà, mais bon. OK, c'est un sujet vaste, hein. Tu sais, ça me fait penser à quoi? En fait, c'est intéressant, que tu abordes le côté mystique et je trouve que c'est très honnête que tu nous dises que, voilà, c'est quelque chose qui te parle un petit peu moins que d'autres aspects. Et aussi, un peu rapidement, on a parlé, du monde séfarade, en disant que, voilà, chez les séfarades, chez les sfaradim, il y a ce côté un peu, mystique, un peu, oriental et cetera. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit. Il y a 2 choses. C'est que aussi dans le monde ashkénaze, donc dans le monde des juifs qui viennent d'Europe de l'Est, il y a aussi un côté très mystique, dans le monde du chassidisme. À Bon. moins que je dise une bêtise. Alors attention, tu dis jamais de bêtises. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Non, c'est-à-dire que cette différence entre les juifs séfarades, mystiques, les juifs ashkénazes, rationalistes, Mmh. d'accord, ça, c'est faux. C'est-à-dire que OK. ça n'existe pas. Et tu as même toi amené la preuve justement en parlant des chassidim. Mmh. C'est qu'on n'a pas de démarcation entre l'Orient. C'est un imaginaire, ça. Ouais. Hein, l'Orient est dans l'affect, et donc dans la croyance infondée, Mmh. et donc dans quelque chose qui est de l'ordre, voilà, un petit peu de. Alors que l'ashkénaze, il est froid, Voilà, cartésien, c'est le voilà, talmudiste. Mais exactement. même nous, entre nous, on est malhonnêtes parfois, parce qu'entre juifs, on en rigole, on se fait des blagues.
sur ça, sur l'Ashkénaze qui est froid, le séfarade qui est Eh un oui. peu trop drôle, mais un peu bête. Mais en fait, c'est en animant d'espèces de clichés, mais qui sont pas vrais Et puis en réalité. c'est aussi une expérience, on va dire, du XXe siècle, on va dire, de nos parents, grands-parents, avec une certaine façon d'être à cette époque-là. Mm. Mais les juifs séfarades et ashkénazes, il y a 300 ans, ils n'étaient peut-être pas les mêmes. Ils n'étaient pas les mêmes, je te le Ouais, signe. c'est sûr. Les juifs séfarades en Espagne, c'était pas les mêmes du tout. Avant l'Inquisition. Avant l'Inquisition, Mm. c'était pas les mêmes du tout. C'est-à-dire que on est encore une fois dans une création d'un certain modèle. Mm. Euh, on peut y adhérer pour X raisons, quoi. Par exemple, pour faire des blagues. Ouais. Pourquoi pas? Ou alors pour être dans la caricature. Mhm. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est pas parce qu'il y en a un qui est un peu, qui parle un peu trop fort et un qui est froid que ça résume toute la culture d'un peuple. Alors, ce que je voulais te demander, Ouais. si tu veux bien, on va parler On va ranger les TF d'abord. Je range les TEF. Ouais, on va Allez, pas je laisser range les comme ça. téfilines. Voilà. Alors, pourquoi on range les TEF? Il faut ranger les téfilines dans un endroit qui soit bien fermé, Ok. qui soit. Alors, C'est je à les toi de le range. faire, Je les parce que range. c'est les tiens. Je les range. Hop. Petite dédicace à ton papa, Ah qui oui, est le sopher, donc c'est-à-dire l'écrivain du le parchemin, scribe. le Voilà. scribe, voilà, le scribe de mes téfilines. Alors, je les remets là-bas. Voilà. Papa, si tu m'entends, je suis fier de toi. Comme maintenant je passe à la télé, papa, donc tu peux être fier de moi également. Alors, justement, ce que je voulais te proposer, c'est qu'on fasse le tri un peu sur les livres du judaïsme. Euh, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et on sait pas forcément à quoi ça fait référence. On se dit entre nous, ah ben t'as lu la Torah, mais c'est quoi la Torah en fait? Donc j'ai apporté un très léger panel de livres derrière. Et juste avant qu'on commence, est-ce que tu veux commencer par les livres de la mystique juive? Ou est-ce que tu veux qu'on reprenne euh, euh, les premiers livres? Comment tu veux qu'on parle des livres du judaïsme? Comment tu veux qu'on les aborde, qu'on les... Écoute, on a différentes littératures. On a les littératures d'abord premières, fondamentales. Donc Tanakh, tout ce qui est Bible. Ok. Les Donc Tanakh, 24 ça veut dire livres. quoi Tanakh? Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Voilà, Torah, c'est une abréviation. voilà, Torah, ça signifie le Chumash. Chumash qui vient du mot Chamesh, 5. 5. C'est donc les 5 livres de Moïse. Ouais. Est-ce que tu peux les épeler? On les connaît, toi et J'ai moi, mais oublié ma leçon. Alors, Bereshit, la Genèse. Genèse. Shemot, l'Exode. Vaïkra, le Lévitique. Bamidbar, on est maintenant Deutéronome, les nombres. Et ensuite, Devarim, Deutéronome. Voilà. Ok, donc Donc ça, ça, ce c'est... sont les 5 livres de Moïse, Mm. c'est-à-dire le Chumash, c'est le rouleau de la Torah. Ok. C'est ce qui est marqué dans le rouleau de la Torah et qui en fait décrit d'une description à réfléchir. Est-ce que c'est historique, pseudo-historique, historique à un certain moment du récit et d'autres... Ouais, comment on doit le lire en fait? Est-ce que c'est un livre d'histoire? Voilà, Ça, ouais. on va en parler Voilà. une autre fois. Mais en tout cas, ça Parce que décrit c'est un plus ou sujet moins, hyper intéressant. voilà, Ok, donc là, tu as les 5 premiers livres. qui vont plus ou moins se dérouler sur la création du monde Mm. jusqu'à l'entrée des enfants d'Israël en terre d'Israël. Ok. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle communément la Bible? Non, la Non. Bible, c'est justement le canon biblique, c'est-à-dire, ou alors on appellera ça l'Ancien Testament. Voilà, ça dépend à qui tu parles. Si tu Voilà. parles à quelqu'un qui est de religion chrétienne ou catholique ou qui a plus une culture chrétienne, tu vas lui dire l'Ancien Testament. Voilà. Ok, donc on a dit Torah, Torah, c'est 5 livres. Après, Nevi'im, Nevim, c'est quoi? c'est les prophètes. Donc Ok. les prophètes, ça commence de l'époque. Est-ce que je te mets un piège, tu les cites tous dans l'ordre? Non, tu rigoles. Alors, Alors, disons quelques-uns, voilà. non, alors c'est la période qui commence avec l'entrée en Israël avec Josué, Yoshua, Ok. et ensuite qui vont donc décrire l'installation des enfants d'Israël en terre d'Israël. Mhm. Donc on a pas immédiatement, on a des prophètes qui sont les passeurs de l'enseignement. Ok. Si tu veux, les garants de la tradition. Ce sont eux qui vont être là et qui vont garantir la transmission, qui vont être là et qui vont toujours rappeler au peuple ses obligations. Mm. D'ailleurs, les prophètes, on les aime pas beaucoup. Ok. Est-ce que c'est des petits Moïse? Est-ce que c'est des petits Moïse dans le sens, Dieu s'adresse à eux et ils doivent transmettre au peuple? C'est-à-dire, tu me poses des questions trop dures, Nathan. C'est pas possible Ah comme ça. Là. bah, Tu on me est là, poses on une a question. du temps, hein? Non, On est là d'accord. pour approfondir. Ça veut dire le prophète, il est là pour
appelé pour faire passer un enseignement, pour rappeler les fondamentaux de la société, de la justice. Le prophète, il critique le pouvoir en place. Il dit, vous êtes des corrompus. Il appelle à une société juste. D'ailleurs, il y avait un prophète qui s'appelait Nathan, comme moi, et Voilà, c'était le prophète de l'époque du roi David. exactement. Ok. Nathan Hanavi. Voilà, Kavod. Mais Michael, c'est le nom d'un ange. Ah Mais il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Bref. Alors, donc, on va dire, donc, on a les prophètes ensuite. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont garants de la tradition, Ok. qui rappellent au peuple ses obligations, qui tapent dessus. Le récit Ils ont le biblique, sale boulot, quoi, en fait. le récit biblique, c'est le récit des manquements du peuple juif. Ouais, moi j'adore cette définition. Ah, En fait, c'est une suite d'erreurs. c'est-à-dire, on C'est nous que montre en ça. fait que C'est que ça. notre cher peuple élu, bravo, bravo. Mais en fait, évidemment que quand on connaît ça, quand on connaît le texte biblique, on n'est pas du tout dans une On conception. tombe des nues. On n'est pas dans une conception de dire je suis le peuple élu, Ouais. avec des droits. En fait, c'est un peu l'inverse. Excuse-moi de te couper, c'est un peu l'inverse des écritures de la Grèce antique. Parce que la Grèce antique, c'était le héros. Ouais, c'est l'anti-héros là. Voilà, Ouais, c'était tout à fait. Hercule, c'était le sauveur, etc. Un peu comme on trouve aujourd'hui dans les Marvel ou tu sais, ces super-héros. Mais en fait, l'histoire juive, c'est l'inverse, quoi. C'est que la Ouais. suite des erreurs une suite d'erreurs d'un peuple. Et c'est intéressant de comparer Ouais. justement En fait, on a besoin d'humour pour Ouais. étudier la Torah, parce que sinon, on tombe en dépression. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut en effet faire une comparaison entre les héros bibliques ou les héros des différentes traditions et les super-héros du monde contemporain. Umberto Eco a écrit des textes là-dessus très intéressants sur le super-héros. C'était qui Umberto Eco pour Umberto Eco, c'est un grand chanteur écrivain, voilà, un danseur qui a fait du hip-hop dans les années 60 et puis après qui dansait. Il est encore vivant? Non, il est décédé. Ah bah, Il a écrit beaucoup de livres très intéressants. Ok. C'est un auteur, hein, un écrivain, mais bon, qui avait également beaucoup de connaissances dans le monde de la pensée et de l'histoire. Et ses écrits sont également souvent des reflets d'énormément de connaissances. Et on peut voir sur YouTube, par exemple, j'adore cette vidéo, moi, où tu rentres dans la bibliothèque de Umberto Eco chez lui. Ok. Et en fait, tu rentres, tu vois des étagères partout, c'est des dizaines de milliers de livres. Ok, un érudit. Le rêve. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit Et par donc, rapport à ce qu'on dit? il a écrit sur la dimension des super-héros dans le monde moderne. Ok. C'est-à-dire, pourquoi le monde moderne a besoin de super-héros? On est devenus des gens rationnels. On sait que cette idée d'une personne qui se camoufle, qui est un petit peu, on va dire, en marge de société, et qui tout d'un coup dévoile son S de Superman, et quand c'est de la fiction. Et en fait, c'est intéressant de voir le monde a besoin de sauveurs. Mm. On a besoin de croire en un Ça donne sauveur. de l'espoir. Derrière ça ça, donne, exactement. Derrière ça, tu as l'espoir, tu as l'aspiration à la justice. Mm. Donc, tu as également Parce que souvent, ça finit bien. Bah, Dans ces films, dans les Marvel ou dans les comics. Ouais. Ok, donc Alors, ça, le prophète, c'est pas le super-héros. Ok, voilà. Le prophète, c'est pas le super-héros. Au contraire, le prophète dans la Torah a toujours tendance à refuser sa mission. Parce que André Neher, professeur André Neher, donc rabbin et professeur à Strasbourg après en Israël, a écrit un livre tellement intéressant, L'essence du prophétisme. Il appelle ça l'altération du prophète. Mm. Le prophète refuse sa mission parce qu'il sait que lorsqu'il va accepter cette mission, il va être altéré. Eh bien, il va devoir porter une voix qui va être détestée aux yeux de tous. Il va certaines fois devoir quitter sa femme, ses enfants pour être dans sa mission. Ouais. Et il va peut-être finir sa vie dans des conditions dramatiques. Une sale vie, en fait. Une sale vie, en fait. Mais avec un projet incroyable. Mais Moïse aussi, si je dis pas de bêtises, il a refusé au départ. Il était pas. Ouais, Quand Dieu lui dit je te choisis pour aller voir mon peuple en Égypte, il veut pas. Il Ouais. sort tout un tas d'arguments. Il dit mais comment, moi je bégaye, comment je vais leur parler Ouais. Mais est-ce que, alors tu vois justement, il y a un truc intéressant, c'est le leadership juif. J'ai l'impression qu'en fait le modèle du leader juif, c'est le modèle humble. C'est celui qui veut pas être leader. Déjà, ça c'est le premier point. Ouais. Mais est-ce que deuxième point, on pourrait dire que le prophète, c'est aussi le leader. Est-ce que c'est un rôle de leader, le prophète? Il a une certaine voix à porter dans l'espace public. Mais n'oublions pas qu'on a le roi, pouvoir politique, gestion du social, on a le Cohen, donc gestion spirituelle, on a le Shofet,
hein, qui est le juge. Mm. Donc, et le prophète a également une place dans cette histoire-là. Mais laisse-moi finir une seconde, si tu veux, la question que tu m'as posée par rapport au Tanakh. Ouais, c'est des questions dans des questions. Bien sûr. Ok. Donc les prophètes, c'est la période qui va commencer de l'entrée en terre d'Israël avec Yoshua et qui va continuer les différentes. Alors, c'est à la fois des textes, des récits narratifs, Mm. mais également avec beaucoup d'enseignements et beaucoup de sagesse sur les différentes situations qu'on peut trouver. Ok. On a la période des juges, le Shoftim. Ok. Après, on a le prophète Samuel et l'émergence du roi David, du roi Mm. Shaoul après David. Donc là, on est encore dans l'écriture des Névim, des Tout prophètes. ça, c'est les Névim. Ok. Les, Là, il y a la, combien de la- livres des prophètes? la période. Attends, Torah, on sait que le Tanakh, c'est Ouais. 24. Les 24 livres tout à l'heure, exactement. Voilà, donc il y a 5 de Torah, une partie des prophètes. Voilà. Voilà, on va pas tricher, on va pas regarder sur Google. On finit les prophètes et après on passe. Voilà. Ah, on a les grands prophètes. Mm. Donc Yoshua, on a toute la liste qui apparaît. C'était Après, on grand a, de taille? voilà. Après, on a les prophètes qui sont Yoshua, Grand, en fait, ça veut dire- Yeshaya. Grand, c'est dans le sens où leur texte était long. Non, alors, Même pas ça? c'est on peut décrire comme ça parce que on a Ovadia, c'est un chapitre. Ok. Hop. D'accord. C'est un Oshéa, SMS, quelques quoi. chapitres. Voilà, un SMS. Non, mais en vérité, on a des prophètes qui sont d'abord les grands prophètes. On appelle ça Isaïe, Ézéchiel, Jérémie. Donc, ils ont vraiment. D'abord, c'est long, c'est vrai que ce sont des grands textes, mais porteurs également de beaucoup de paroles Ok. qu'il faut comprendre. Un, d'abord dans une dimension historique et géopolitique de l'histoire, c'est-à-dire du moment. Donc, d'abord recadrer pour bien comprendre le Tanakh, il faut bien comprendre la géopolitique de l'histoire. Ok. Il faut connaître la carte. Et une fois qu'on a compris ça, et on se dit, il faut pourquoi Pour les pouvoir auteurs décrypter bibliques, les textes en fait, c'est ça? pourquoi Toi, les tu dis, il auteurs faut connaître bibliques, l'époque. pourquoi les auteurs bibliques, ils ont choisi de raconter de chaque époque, de chaque prophète, ce qu'ils ont raconté. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à leurs yeux qui était la dimension prophétique, c'est-à-dire quelque chose qui serait bon à, Intemporel, à en fait. méditer, voilà, Oui, de parce toute qu'il y a eu génération. il y a eu d'autres prophètes qui sont pas cités, Eh ouais, et il y a eu d'autres textes. Donc en fait, le 48 choix. prophètes. Je me rappelle bien 48 ce prophètes. que dit le traité dans Megillah, Ok. 48 prophètes et 7 prophétesses. D'accord, Donc tu dis que les livres actuels qu'on a des prophètes, c'est parce que les sages de notre peuple, du peuple juif, ils ont dit, eux, ces paroles-là, ces prophètes-là, il y a une portée intemporelle. Alors ça, c'est au moment de la canonisation. D'abord, Ok. laisse-moi finir d'abord Ok. le, Je vais la aller- description. Ouais, parce que ça m'intéresse, c'est pour ça. Bah oui. Alors, donc on a ces prophètes. On a donc les Nevi'im. D'accord. Et Les ensuite, on a, Névim, les prophètes. voilà. Après, on a évidemment, dans ces prophètes-là, on a les grands prophètes et les petits prophètes. Ok. Les Trei Assar, les 12 petits prophètes. Mm. D'accord. Mm. Qui vont finir avec Malachi, Ok. qui va être le dernier des prophètes. Mm. D'accord. On est plus ou moins autour de moins 300, 330, moins 330, autour donc avant l'ère chrétienne. Avant l'arrivée des Grecs. Non, avant l'ère chrétienne. D'accord. C'est l'arrivée D'accord. des Grecs. Les Grecs vont arriver en moins 150, moins 200 à peu près. D'accord. Enfin, non, en vérité, Alexandre le Grand va arriver, il va conquérir tout l'espace de la terre d'Israël, Mm. après que les Perses aient été balancés de là-bas, autour de moins 300 à peu près. Hein. Ok. C'est, bref, donc ça, c'est la période des Névi'im. Et après, on a les Ketuvim. Les Ketuvim, c'est les, je crois en français, hagiographes, Ouais. Ou les écrits. On a là-bas, Ouais. par exemple, les Chamesh Megillot, les 5 rouleaux. Donc, Ouais. on a l'histoire d'Esther, l'histoire de Ruth, on a Shirachirim, on a les textes de Kohelet, donc l'Ecclésiaste. Shirachirim, le cantique des cantiques. Voilà, l'Ecclésiaste, les Proverbes. D'accord. On Ok. a le Tehillim, les Tehillim, C'est les psaumes les de psaumes. David. Voilà, qu'on appelle donc ce sont communément. des textes qui ne sont pas organisés sur une trame historique Ok. linéaire où on décrit une certaine. Et puis on a après les chroniques d'Ibrahim qui viennent en vérité raconter un peu différemment Mm. tout ce qui se passe là-bas. Des fois. Ok. Et alors maintenant, on a tout ça. Donc ça, c'est les 24 livres, Voilà, le Tanakh. alors, qui ont été canonisés, c'est-à-dire Ok. qui ont été introduits dans le Tanakh, parce que la question est à quel moment et qui a décidé d'introduire tel livre Mm. plutôt que d'autres livres qui Oui, étaient également. c'est pas Moïse. C'est pas possible Non, parce bah qu'il y a non. des livres qui ont été écrits après lui. Bah, bien sûr, Ok. on est bien plus tardivement. Donc le Ouais. canon Mais peut-être que tu vas nous biblique. faire une grande révélation. Parce que ce que tu vas dire, moi je Ouais. sais autour de moi qu'il y a plein de gens qui savent pas en fait. À quel moment ça a été canonisé, à quel moment. Mais c'est évidemment c'est un sujet qui est donné. Il faut à nous une citer grande- des sources, hein. sur Oui, ce que bien tu vas sûr. dire. Mais il y a un livre très intéressant, par exemple, de Moshe Albertal, professeur Albertal, Ok. sur la question du canon biblique, justement. Qui canonise? Est-ce qu'il y a là-bas des éléments Je qui crois sont que tu allais dire uniquement de Umberto spirituels? Tozzi. Et est-ce que c'était uniquement donc des arguments d'ordre spirituel, prophétique, portés par une tradition? C'est ce que veut dire la tradition, hein, généralement. Mm. C'était une décision, voilà, comme tu as dit, intemporelle, métahistorique.
Mais le monde de la recherche va également rentrer à l'intérieur de ça et dire, attendez, il y a aussi des enjeux de pouvoir, des enjeux politiques. Et le Talmud lui-même nous raconte certaines fois des débats qu'il y avait entre les sages, donc bien plus tardivement. Ouais. Alors voilà, tu es obligé de nous dire c'est quoi le Talmud. C'est-à-dire, alors, est-ce qu'il Alors fallait voilà. ou pas canoniser certains textes? Par Ok. exemple, la Megillat Esther, donc l'histoire du rouleau d'Esther, donc qui trouve place, plus ou moins historiquement, au 5e siècle avant l'ère Avant l'ère chrétienne. chrétienne. Ok. D'accord? Donc les Juifs ont été expulsés de la terre d'Israël. Ils sont en exil à Voilà. Babylone. On a cette histoire qui se passe en Perse, c'est-à-dire en Iran. Ah, c'est pas Aujourd'hui, Babylone. non, Babylone, c'est l'Irak. Ok. Donc Paras, C'est. Paras, Ok. c'est la Perse. Mm. Paras, Perse. Donc c'est l'Iran d'aujourd'hui. Mm. Et donc c'est là-bas que se tient cette histoire donc qui est contée de la Megillat Esther, à peu près, d'accord, moins 500, comme j'ai dit, grosso modo, moins avant. Donc ça se passe à ce moment-là. Mm. Pareil, est-ce que l'historicité est à prendre en considération? Supposons que oui, et qu'on a aujourd'hui daté l'histoire d'Esther à cette époque-là. Après, il y a l'histoire qui a été écrite, donc la rédaction de l'histoire de la Megillah, qui a rédigé. Selon le texte de la Megillah, c'est Mordechai, c'est Esther. Est-ce que c'est les deux? Ok. Il y a un rabbin israélien passionnant aujourd'hui, le Rav Shimon Klein, qui a une thèse passionnante là-dessus. Mais les sages, dans le traité Megillah, donc traité talmudique Megillah, qui eux donc vont parler, ils sont autour du 3e siècle. Ils parlent de toutes les Megillotes. Il y a un traité qui s'appelle Megillah, Ouais. et dans ce Bah, c'est traité-là, celui-là, je crois d'ailleurs. voilà. Je crois que c'est celui-là. Ouais, je crois que oui. Mm. Et dans ce traité-là, il y a une discussion qui est rapportée et qui dit en fait que tout le monde n'était pas d'accord d'introduire dans le canon biblique l'histoire d'Esther. Ok. Et comme le livre de Qoheleth, par exemple, hein, Alors de dis-nous, Salomon. quand ça a été canonisé, Alors, par qui? justement, maintenant. Parce que là, tu fais. Attends, je Tu, mets tu- d'abord. tu nous mets du suspense, là, Mais on a oui, envie mais de savoir. d'abord, je pose sur la table la façon dont on peut appréhender la question. Ok. Parce que je peux venir et dire, allez, à telle date, c'est comme ça et c'est tout. Ok. Non, toi, tu donnes du contexte, en fait. Moi, je veux C'était pas. contextualiser. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que c'était pas évident de dire ça, on le canonise, ça, on le canonise pas. Exactement. Et c'est un débat que les sages eux-mêmes rapportent Mm. en posant un regard à la fois critique et à des fois attendri sur ce qui est raconté dans ces récits-là. Et c'est passionnant, je trouve. Ok. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour une question comme ça, et c'est un peu, moi, un effort que j'essaye de prendre comme ligne de vie, même intellectuelle, je ne veux pas, on va dire, tomber dans le dogme ou la doctrine. Quand on m'a dit ça, alors je vais croire en ça. Non, viens, dis-moi, pose-moi sur la table les éléments. Tout m'intéresse à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait un enjeu politique? Parlons-en. Est-ce que le canon biblique a été fermé et finalisé au 2e siècle avant la chrétienne? Ou alors même peut-être après? D'accord, peut-être après. Parlons-en. Et en fait, sur toutes ces questions-là, on a en fait plein d'avis. Alors on a, oui, l'avis, on va dire, Ah, tout le monde autorisé. n'est pas d'accord Non, de dire qui a canonisé. non. Moi, j'avais entendu Yirmiyahu, Jérémie. mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'histoire de Jérémie a vécu quand? Jérémie a vu la destruction du premier temple, donc Ouais. moins 586. Jérémie, c'est une histoire tragique, hein, tragique, vraiment. Il est mort, on ne sait pas où, comment, hein, c'est-à-dire il a été parmi ceux qui ont été exilés en Égypte, et on ne sait pas où est-ce qu'il a été enterré, Exilé dans quelles en conditions Égypte il ou est mort. exilé en Perse? En Égypte. On sait qu'il Ah, est ok. descendu en Égypte. Et donc, on ne sait pas comment il a été... là, je parle Oui. après la destruction donc, par Nabuchodonosor. Donc, c'est Ouais. l'exil Du babylonien. En plus, tu as dit que Malachi, le dernier prophète, c'était en moins 300 à peu près avant l'ère commune. Donc Voilà. c'est impossible qu'en fait Jérémie, qui était avant, Bah, bien sûr. à moins qu'il ait canonisé tout et que Malachi, le dernier, il l'a rajouté. Alors c'est quoi les avis? Alors dis-moi. Non. Alors, on a le texte dans le traité Baba Batra, à la Du page Talmud. 14. D'accord? Qui Ah nous bon. raconte là-bas toute on va dire, une généalogie de l'écriture des textes bibliques. Ok. En nous disant qu'est-ce que Moïse a écrit, qu'est-ce que Josué a écrit, qu'est-ce que Samuel a écrit. Et on a comme ça c'est la base Ok. de la croyance traditionnelle. Maintenant, autour de ça, on a l'histoire. On a également d'autres recherches. On a la chance de vivre depuis 100 ans, 80 ans dans un monde où il y a des recherches bibliques. Alors, Oui, des grandes universités en Israël, en Israël, avec des grands chercheurs Voilà. qui ont le Mais autre bâtiment, part les également. moyens. Ah, Non, dans et- d'autres mondes oui, aussi, bien sûr, dans d'autres donc, pays. recherche biblique maintenant. Ok. On peut décider de ne pas s'en occuper, de ne pas regarder, de ne pas lire, d'avoir des œillères sur les yeux en disant de toute façon c'est un travail qui est biaisé parce qu'il y a une idéologie qui n'est pas spécialement là pour
renforcer la croyance juive. Ok. Ok. Ou alors on dit, ben, écoute mon ami, nous on lit tout ce qui bouge Hmm. et on s'attache à l'argument plus qu'à l'argumenteur, on va dire. Ok. D'accord? Celui qui porte l'argument. Ouais, ouais, ouais. Et donc moi, je me dis qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui ces outils-là. Hmm. Donc il faut les utiliser. Et puis, quelque part, et là je vais te répondre, Ah, ça y est. pour la seule fois, mais tu vas voir quel genre de réponse. Je me fiche de savoir à quel moment ça a été canonisé. Ça veut Ouais, dire c'est que... pas important pour Non, toi. ça veut dire que T'es la pas un dimension... historien. T'es Voilà. pas. Maintenant, si ça m'intéresse au niveau de l'histoire, de l'archéologie, du judaïsme, Ok. mais quelque part, la tradition vivante qui m'intéresse, elle va au-delà de la date exacte. Hmm. Oui, ça m'intéresserait. Et ça m'intéresse évidemment de savoir pour quelle raison est-ce qu'à ce moment-là, on a tout fermé. Est-ce que c'était en opposition à un christianisme grandissant Hmm. Et voilà, donc il y avait peut-être également donc un Ah, donc contexte toi, tu dis ça a été canonisé après le début du christianisme? Il y a une possibilité. D'ailleurs, Joker. il y a des textes qu'on appelle les Non, textes sans doute un peu apocryphes. avant. Les textes apocryphes, c'est un mot pour dire les textes qui n'ont pas été canonisés. Par exemple, il y a le texte des Maccabées, qui a Voilà. été canonisé, je crois, si je dis pas de bêtises, par les chrétiens. Il y a beaucoup de textes qui sont rentrés. Alors, on appelle ça les Sfarim Chitzonim, c'est-à-dire des livres extérieurs, Ok. d'accord, qui n'ont pas été introduits justement au canon biblique. Donc, Canon on- biblique juif. voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a par exemple une Mishnah, dans le traité Sanhedrin, dernier chapitre. Mm. Ça dépend des versions. Des fois, c'est le dernier, des fois, c'est l'avant-dernier. Où on a là-bas des avis qui parlent de ceux qui ont droit au monde futur. On laisse de côté le débat. Ok. Et là-bas, on a un avis, si je me rappelle bien, c'est de Rabbi Akiva, qui vient et qui dit celui-là n'a pas le droit au monde futur. Af akore basfarim achitzonim, celui qui va lire dans les livres extérieurs. Ça veut dire qu'au moins à cette époque-là, on avait déjà une définition des livres qui étaient canonisés Mhm. et de ceux qui étaient considérés comme C'était à quel siècle, tu m'as dit? Rabbi Akiva, Rabbi Premier Akiva, premier siècle. siècle. premier siècle. Oui. Et en fait, c'est la Ah bah, naissance un du peu après aussi, christianisme aussi. Oui, et un peu après aussi. D'ailleurs, c'est Ouais. une Mishnah qui est évidemment en polémique avec le monde chrétien de l'époque, c'est évident. Ok. Rabbi Akiva, hein, c'est un peu plus que le premier siècle, mais il est entre les deux, premier et deuxième. Oui, parce que c'est l'époque de Bar Bar Kokhba, Kokhba et la grande le deuxième révolte. siècle, on va Voilà, dire, de l'ère commune. la grande révolte. Donc en vérité, si on a une Mishnah à cette époque-là, qui déjà vient et qui condamne, pour X raison, une personne qui va ouvrir ses livres apocryphes. Ça veut dire que dans la conscience au moins de Rabbi Akiva, on avait donc un canon biblique Mhm. bien cerné, bien défini, et des livres qui n'avaient pas été introduits. Donc au niveau historique, on est à ce moment-là, deuxième siècle à peu près. Mm. Bon, on suppose qu'à ce moment-là, on a déjà ce qui s'appelle le canon biblique. Ok. Avec aussi les psaumes de David. Voilà. Maintenant, bien sûr. Maintenant, après, il faut remonter. Évidemment, à mon avis, si à l'époque de Rabbi Akiva, c'est tellement clair, alors certains vont dire, si on a besoin, et si Rabbi Akiva a besoin de le dire, de l'inscrire Mm. comme étant une des conditions de la définition de l'acceptation ou pas dans le monde futur, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort à dire, peut-être donc de faible à rappeler. Et il y a aussi une différence à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le début du christianisme, c'était tous des juifs. Et en fait, il y avait une différence à faire de savoir finalement qui est juif, qui est chrétien, qui suit la parole de Jésus, qui suit la parole des sages d'Israël. Oui. Et j'essaie de réfléchir et me dire que si Rabbi Akiva, il insiste sur ce point dans la Mishnah, c'est aussi pour montrer que le contexte de l'époque, c'était important de faire une différence en fait entre Oui. les différents types de croyances. Alors, j'aimerais uniquement rappeler sur ce point-là les travaux d'un ami qui m'est cher, professeur Dan Yafé, qui lui a écrit pas mal de livres. Dan Yafé, c'est-à-dire Dan le Beau. Dan le Beau. Il a de la chance. Voilà. Il est beau? Dieu le Plutôt bénisse. Kemachmao. D'accord. Alors, et en vérité, il a écrit donc pas mal de livres très intéressants justement sur l'émergence du christianisme Ok. et les emprunts, les influences mutuelles, ça qui est très intéressant, mutuelles du christianisme Oui, il y en a naissant, eu plein. énormément. Il y en a eu plein. Aujourd'hui, on lit le Chumash, on lit la Torah juive, la Bible juive, avec des phrases. Enfin, c'est découpé par phrase, par verset, par chapitre, grâce aux chrétiens. C'est vrai. C'est aujourd'hui ce qu'on a. On a différentes découpages, mais c'est-à-dire que le découpage en chapitres, qui est plus ou moins accepté dans toutes les communautés d'Israël, c'est vrai que c'est un découpage qui n'est pas de chez nous. Mm. On va dire. On a un autre découpage qui est celui de la Massora, mais c'est pas la même C'est chose. moins ordonné, quoi. C'est un Non, peu non, plus... non, c'est une autre façon de découper Ok. le texte. Ok, alors regarde, là, tout ce qu'on a dit, c'est Torah, les 24 livres, le Tanakh, Torah, Nevim ou Ktuvim. Voilà. Ok, maintenant, j'imagine que tu vas parler de la Mishnah, donc ce qu'on a dit au début du podcast, c'est-à-dire la loi orale qui a été écrite. C'est ça le deuxième texte?
Alors Ou est-ce qu'il maintenant, y a, il y a quelque chose entre... parce que tu peux décider de poser la question des textes, de l'histoire des textes, c'est Hmm. une question. Là, on dit on fait un état Et des lieux des textes. oui, ou alors, mais Savoir attention, ou alors comment on les l'histoire de la nomme. tradition. Ah, Et là, c'est deux questions différentes. Parce que si je te répondais à la question de la tradition, je sais ce que tu vas dire. C'est que ça arrivait en même temps. c'est que c'est arrivé avant. Ah, la loi orale est arrivée avant l'écrit. Eh bien oui, c'est-à-dire Ok. que l'idée, c'est que s'il y a quelque chose qu'on va mettre à l'écrit, c'est bien qu'on sait quoi mettre à l'écrit, c'est qu'on a déjà des traditions Donc ça a été orales. pensé. Alors vas-y, alors développe ça, c'est hyper intéressant. J'avais Alors, jamais pensé mais à oui, mais ça. là, on peut pas faire deux bombes dans un même code podcast. Tu comprends? C'est un petit En peu. plus, il nous reste 20 minutes. Donc est-ce qu'en Wow. 20 minutes tu peux? Non, 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 je peux Non? pas. Alors ok, alors. Si, je peux en parler, mais disons que ça va être lacunaire et je pourrais pas amener, dans le temps qu'on a, des arguments qui vont essayer, non pas de convaincre, mais Hmm. de montrer pourquoi cette position elle est Oui, c'est un intéressante. sujet en soi. Mais entre Alors, parenthèses, c'est ouais, une thèse voilà, très intéressante ok. qui a été développée par le rabbin Eli Ben Amozeg dans ses Ah, travaux on va en parler. Mais je Grand, pense qu'on va faire. grand Je pense rabbin qu'on va devant en parler. l'Éternel. Voilà. Je pense qu'on va en parler. Alors, bien, on essaye de terminer pour que, à la fin de ce podcast, vraiment, les auditeurs, ils se disent, ok, maintenant, en fait, j'ai une idée. Des littératures euh, du judaïsme. voilà, des Ok, alors littératures. viens, on fait ça classique. Ok. On a dit Tanakh, Oui. on a compris. Ensuite, deuxième littérature, Mishnah. Donc, les 6 ordres de la Mishnah, pensés, rédigés, codifiés par Rabbi Yehuda Hanassi, autour du 2e siècle. Donc, il va vraiment, cette fois-ci, prendre des traditions orales, des discussions qu'il y avait dans les écoles talmudiques, Hmm. et il va les mettre à l'écrit. Alors, pourquoi il fait ça? Très synthétique. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on est dans une époque où l'étude se perd, parce qu'il y a des interdictions d'étudier la Torah, parce qu'il y a un moment où également l'écrit peut passer d'une communauté à une autre. Tout le Les monde, Juifs ont été expulsés peut-être par les qu'on- Romains aussi. voilà, peut-être qu'on a Il y a un également. énorme... C'est l'exil qui comme... En fait, on est dans les 100 ans du début de l'exil aussi. Tu peux dire ça comme ça. Parce Oui. que c'est en l'an 70 de l'ère commune, la destruction du Disons temple. qu'on a des enjeux, on a des enjeux de survie. De préserver, en fait. Voilà. Et à ce Et on a moment-là, peur que ça se perde, parce qu'on n'est plus réunis ensemble sur voilà. une terre. Et on a l'impression en fait que sans écrit, ça peut se perdre. Alors que la tradition nous dit que les choses qui sont orales, tu ne peux pas les passer à l'écrit. Devarim, Ouais. vraiment des choses. Devarim Sheba Alpe, Yatarachai. Donc en fait, Rabbi Yehuda Hanassi, il a transgressé quelque chose. Il va faire quelque chose qui Mais même. dans un but qui est noble. Oui, il va Mais faire alors c'est quelque chose. pardonné. Alors mais c'est fou comme concept. C'est-à-dire qu'on lui dit, ne mets pas à l'écrit la Torah orale, il le fait. Et après, c'est quoi? Non, il le fait Est-ce qu'il a justement bien dans une fait, mal dimension, fait? dans une démarche qui est de sauvetage. Si on ne fait pas ça, alors on aura quoi? C'est un peu comme après que le temple a été détruit. Tu as donné l'année 70 du temple détruit et de Jérusalem détruite. Ouais. Bah, les Juifs ont dû se réinventer. Ouais. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui va arriver à Yavne, il va devoir inventer un judaïsme portatif, différent. En fait, pour sauver, c'est le concept de pour sauver, il faut transgresser. C'est comme à Shabbat, quand on Ouais. fait Shabbat. Peut-être que je fais une mauvaise connexion, tu vas me dire, mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que voilà, quand on fait Shabbat, on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas l'électricité, on n'allume pas le téléphone. Mais si je suis avec quelqu'un qui fait une crise cardiaque, bien sûr que j'allume mon téléphone, et bien sûr que je prends la voiture et que je l'emmène à Ouais, l'hôpital. ouais, bien sûr. C'est vrai ou pas? Ouais, bien Donc sûr. en fait, c'est ce concept de, là, la Torah va se perdre, il faut transgresser. Il faut mettre sur papier ce qu'on ne devait pas le faire. C'est ça un petit peu le... Oui, tu dis dans des termes sauver c'est progresser, tu dis une phrase talmudique incroyable. Tu vois que certaines fois la transgression c'est la conservation. Ok. C'est ce que vont dire les sages du Talmud. Ah, donc Vraiment. ils débattent de ça, les Ah sages oui, du bien Talmud. sûr, Est-ce qu'il on a a- bien fait de mettre sur papier ou pas? sur ce sujet-là et d'une façon générale beaucoup plus vaste. Ouais, sur papyrus. Pas sur papyrus. Donc on a la Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah, Ouais. donc 6 ordres qui vont plus ou moins balayer tout ce qu'une personne peut faire dans sa vie. On commence par les 12 traités qui parlent de l'agriculture, donc c'est le monde de l'économie de l'époque. Ok, Comment dans le monde de l'économie on va rentrer de la spiritualité, de l'éthique, de la droiture. ok. Et- Comment je fais pour délimiter mon champ, le champ Voilà, du voisin? voilà. À quel moment je moissonne? À quel moment je donne? Oui, mais l'intérêt n'est pas uniquement agricole, c'est-à-dire c'est pas un livre de, comment dire, le petit agriculteur en friche, d'accord? Comment avoir les mains vertes, Ok, d'accord, la main verte. ouais. Non, Le c'est petit vraiment- guide de l'écolo, Bobo, Voilà. c'est pas ça du tout. Non, c'est vraiment rentrer dans le monde de l'économie de l'époque. À l'époque, l'économie Tout est tourne autour de agricole. l'agriculture. Voilà. Voilà, Et donc, c'est comme si aujourd'hui on dit le monde des banques ou de la high-tech. voilà, À l'époque, les banques et la high-tech, c'était l'agriculture. tout à fait. Ok, Donc on a ça, donc Zman Nakat, c'est les abréviations des 6 ordres de la Mishnah. Donc le premier ordre, c'est donc C'est tout ce qui Zraïm. concerne Zraïm, donc les les semences. Ensuite, on a même Moed, donc le rapport au temps, Ok, le rapport donc aux fêtes, ok. le Comment temps on des traduit Moed? Les moments de rencontre? rencontres. Rencontre, Voilà. ok. Voilà. Donc c'est les fêtes juives.
c'est les On parle fêtes. de Pâques, C'est-à-dire que le Pessah. temps n'est pas monolithique. Ok, On n'a pas un temps monolithique, on a des fois des pics dans le temps comme ça. Pac, tu vois? ok. Donc des moments de rencontre avec Dieu. C'est ça que ça veut Exactement, dire rencontre, c'est pas avec exactement, n'importe qui. voilà. C'est avec Dieu. Ok. Comme le disait à l'époque Marc-Alain Waknin, il a écrit ça dans l'introduction je crois, de la traduction des Agadotes de Duchasse, des auditions Verdier. Et j'ai bien aimé cette façon de présenter la chose. Donc il y a le rapport de l'homme à l'espace, Mhm. ensuite on a le rapport de l'homme au temps, donc c'est les fêtes. Ok. Une fois que tu as un lieu où crécher et tu as un ordre dans l'année, eh bien tu peux maintenant penser À ta demeure, à ta à ta maison. demeure. Ok. Ah, Ça, c'est le donc, troisième traité de la Mishnah? Nashim. Nashim. Donc tout ce qui concerne la relation Les avec femmes. les femmes, Ok. c'est-à-dire avec ma conjointe, comment on va créer notre maison, c'est quoi se marier, c'est quoi avoir des enfants, c'est Ok. quoi toutes les modalités en fait de la relation avec le féminin. Ok. Après, une fois que tu as un endroit où dormir, tu as une montre et tu as une maison avec une femme et des enfants, bah, tu as des voisins. Comment tu gères le problème avec les voisinages? Ok. Nézikine. Nézikine. Donc, comment tu gères les problèmes avec le voisinage? Voilà, tout ce qui est donc conflit, C'est voisinage. beaucoup de juridique. Voilà, exactement. Ok. Tout est juridique, hein. Attention, la Mishnah, c'est du juridique, hein. C'est quasiment que de juridique? Voilà, on a après des fois une introduction de petites touches comme ça, d'homélie, mais sinon c'est du juridique, Ok, hein. donc le quatrième, tu m'as dit le nom? Nézikine. Nézikine. Ok. Alors, Zman, donc Zraïm, on Comment recommence. tu traduis Nézikine? Les dommages. Les dommages. Donc, Zraïm, les semences. Voilà, Moed, les rencontres voilà, avec Dieu. Enfin, les moments de rencontre voilà, avec Dieu. Nashim, les femmes. La voilà, femme. voilà. Ok. Nézikine, Hmm. C'est quatrième. très féministe d'avoir un Voilà, traité sur les femmes. si tu veux, voilà. Euh, Zman Nakat, ensuite Kodashim, Kodashim, c'est le cinquième. c'est le cinquième. Et enfin Taharot. Kodashim, donc va nous parler de tout ce qui est lié Kodesh, Ok, tout ce qui est d'accord? saint. Tout ce qui est, donc on parle du rapport au temple en vérité. Ok, Non, tout ce qu'il y a comme à savoir par rapport au temple, les différents sacrifices, les différents. ok. Et Taharot, c'est tout ce qui est lié à la pureté et à l'impureté. Mais c'est intéressant qu'il y ait Passionnant. un traité sur le temple alors qu'il n'existe plus. Non, mais c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il a été détruit, mais on fait un traité pour pas perdre ce Kodashim. qui se faisait. C'est-à-dire que c'est Ok. pas uniquement. Il y a tout un travail là-bas qui est fait sur, en vérité, la sainteté. Oui, on parle des téphilines, Ça j'imagine veut dire, aussi. on Non, parle de même la pas? sainteté. On Ok, parle, on va dire comme ça, au niveau de la thématique, c'est la sainteté. d'accord. Kodashim, c'est la Donc sainteté c'est le qui va être cinquième. déclinée dans différents. Et Et le Taharot, sixième, les donc puretés. les puretés, Ouais. on parle de pureté et d'impureté. Et en fait, c'est organisé autour de tout ce qui est. En fait, ça nous paraît tellement loin aujourd'hui, cette histoire-là, mais à mon sens, c'est tellement passionnant et présent. Ça nous parle justement du rapport à la mort, du rapport. L'impureté, c'est la mort. Ce qui germe partout dans notre monde, à chaque coin de rue, c'est la fin de toute chose. C'est le rapport à l'absurde, c'est le rapport. Tu vois, là, je conceptualise en fait, en Ouais. termes philosophiques, parce que la Mishnah, elle ne parle pas vraiment comme ça. Mm. Mais c'est le rapport, en fait, donc la Mishnah, le rapport à la fin à tout ce qui est pureté et impureté. Ça, c'est Ok. la Mishnah. Ok. Je vais rentrer un peu en détail. Il y avait également toutes sortes de textes qui n'ont pas été compilés dans la Mishnah. Mhm. Braïtot, Toseftot, des textes, Comment tu traduis Brightot? des textes qui sont restés à l'extérieur. Bar, c'est à l'extérieur. Qui vont être Ils appelés. n'ont pas été canonisés aussi, on peut dire. Voilà. Mais ils qui sont vont pas être- apocryphes pour autant. Non, On non, peut- on n'a exactement. pas- on peut les utiliser. Et on va Ça le veut voir dire que après dans le Dans le Talmud. Talmud, en vérité, après, ils vont être évidemment évoqués quand on a une Mishnah qui dit A. Mm. Un rabbin va dire Ah, et pourtant, il y a marqué dans une Braïta, donc qui n'est pas dans le codex de la Mishnah, Mm. ou dans une Tosefta. Tosef est ajout, rajout. Ok. D'accord, donc on a ces deux littératures au moins de Braïtot et Toseftot. Ok. Bon, mais on pourrait aller encore plus, mais j'avance. Ouais. Après, on a évidemment tout ce qui est le monde. Et là, comment faire? On a le monde, par exemple, du commentaire. On a le commentaire qui est le commentaire midrashique. On a des très vieux midrashim. Le midrash, donc, c'est un commentaire sur la Torah, Mhm. qui est un commentaire qui se décline de différentes façons. On a le commentaire halachique, midrash halacha. Donc, ce sont en fait des lectures du texte qui vont essayer de trouver dans le texte de la Torah la dimension halachique, donc de la Ok. loi. Ok. Il y a plein de midrashés halacha, évidemment, sur les livres de la Torah, il y a des midrashés halacha. On a les midrashés agada. Donc, c'est cette fois-ci une lecture qui est une lecture, Comment qui tu est traduis plus- Midrash encore une fois? c'est difficile, C'est mais pas évident, hein? interprétation, commentaire, mais c'est très Mais très c'est des vague. textes. Parce que le midrash, c'est avant tout une méthode de lecture. En fait, peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse sur le pardes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quatre modes il y a quatre modes de lecture de la Torah. Il y a le pshat, donc Voilà. P de pardes, le pshat, Voilà. c'est le sens simple, Littéral, on va le dire. sens littéral.
il y a le remez. Mais encore littéral, mais ça aussi, c'est quoi qu'est-ce qui est Ouais. littéral? Donc Bon, évidemment, c'est sûr que voilà, ça s'approfondit, mais voilà. il y a le sens littéral, il y a le remez, le sens allusif, Oui, il y a le midrash, donc c'est le sens imagé, peut-être on pourrait dire. oui, mais C'est ça ça? dépend. C'est bon, c'est Ouais. comme on a tellement de sortes de midrashim, on a des dizaines de sortes de midrashim. Mm. Donc C'est c'est dur de dire. une espèce d'ajout qui n'est pas écrit dans la Torah, qui veut dire quelque chose, et même parfois c'est écrit l'inverse de ce qui est écrit dans la Torah. Parce que Nathan, c'est c'est... très difficile d'une façon générique de Ouais, donner une définition du midrash en ayant en tête toutes les sortes de midrashim des différentes périodes aussi. ok. On a Midrash Rabbah, Tanchuma, Alors on Yamdenu ferme la Rabbeinu, parenthèse. voilà, il y Et a juste, plein. je dis la dernière lettre du Pardes, Sod, c'est le Sod, le secret, ouais, donc tout ce qui est mystique, etc. Ok. voilà. Alors, là, il nous reste 10 minutes. Il faut qu'en 10 minutes, si Alors tu je vais être. acceptes ce challenge, tu arrives à nous parler du Midrash, du Talmud, de la Kabbalah, de la responsa, des commentaires. Voilà, juste de manière. Bon, Il voilà. faut juste D'ailleurs, exprimer, dire, il y a ça. ok, Ah, on donc, n'approfondit pas. d'accord. On On a approfondira donc. dans un autre podcast. Ouais. Donc on a le Midrash. Après, on a toute une littérature qui va être la littérature, évidemment. Et là, je vais être moins dans le développement linéaire et chronologique pour être un peu plus synthétique. Mm. On a les commentaires talmudiques. Commentaires du texte de la Mishnah et du Talmud. Mais t'as pas dit le Talmud déjà. C'est-à-dire Comment? que le Talmud, il faut rappeler que Ah, c'est pardon. le commentaire de sages Pardon. de la Voilà. Mishnah et ça a été rédigé. Voilà. Le Ouais, Talmud, c'est donc l'ensemble des discussions autour de la Mishnah qui se sont déroulées dans les différentes académies talmudiques babyloniennes. mhm. Donc on a, on va dire, Pumbedita, Nehardea, Sura, les grandes académies talmudiques. Et on a le Talmud donc, qui va être compilé. Quelle époque à peu près, quel siècle? Alors ça aussi, c'est un débat parmi Ouais, les c'est entre chercheurs. le 3e et le Non, 6e. pas avant le 6e, 7e. Il y en a même qui va aller un peu plus loin. Zousman, Jérusalem, va un peu plus loin que ça, même D'accord. 8e. Ok, Mais c'est assez tardif. Hein. Ça, c'est le Talmud Bavli. d'accord. Le Et on Talmud a, de Babylone, et on a le Talmud Yerushalmi. Talmud de qui est Jérusalem, moins connu, parce qu'on l'étudie rarement. mais il faut l'étudier. C'est une autre façon d'appréhender le monde de la Mishnah. Et c'est des sages qui étaient en terre d'Israël, donc ils ont Ouais. également un vécu qui est différent. C'est pas un vécu exilique. Ouais. Donc en fait, en parallèle, en Diasporique. terre d'Israël, il y a des académies talmudiques Voilà. de gens qui étudient la Mishnah et qui ont des discussions autour, et ça a été rédigé. Voilà. Maintenant, il y a toute une histoire passionnante autour du Talmud Yerushalmi, Talmud de Jérusalem. On en parlera une prochaine fois si tu Ouais. veux. Mais c'était pas forcément à Jérusalem, ça s'appelle Non, Talmud de c'était voilà, Jérusalem. ils étaient en terre d'Israël. Ok. D'accord. Mais c'est une histoire passionnante, l'histoire de comment dire, le destin de ces textes-là, en quelle mesure ils étaient connus, pas connus, à quelle époque ils ont tout d'un coup été sauvés et ils sont réapparus sur la scène de l'histoire. Passionnant. Ok. Talmudim, donc on a les Talmudim, on appelle ça les Talmudim, donc les deux Talmuds, Bavli et Yerushalmi. On a tout un commentaire sur le Talmud. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît déjà depuis très longtemps. On a des commentateurs talmudiques, donc on a les Géonim déjà, les fameux Géonim dont j'ai parlé. Eux ont énormément de commentaires talmudiques. Donc c'est Rav Saadia Gaon, Rav Aigaon, Rav Achai Gaon, Ça énormément s'appelle de... plus Gaon? C'est le titre, Ok, donc il garde en fait, c'est comme un nom de famille. exactement. C'est C'est ça? comme Paro, Pharaon. Mm. C'est un titre, on va dire. Ouais, alors qu'il y a eu plusieurs Ga- pharaons. Voilà, le Ou Gaon, César. voilà, mais le Gaon, on Ouais. avait dit, c'était le titre hein, de la personne qui avait ce poste-là, c'est un poste. Ouais, Donc de représentant exilique autour des autorités. d'accord. Donc on a cette littérature de commentaires talmudiques qui a commencé à l'époque et qui continue aujourd'hui et qui n'arrête pas. Mm. Et on écrit et on écrit. Évidemment, on a des commentateurs qui sont plus autorisés parce que de l'époque médiévale Mhm. et donc qui ont, on va dire, une proximité avec le texte bien plus grande et donc on les écoute, ils ont une autorité Oui, il y en a qui sont importante. reconnus par tous. Par exemple, il y a Rashi, qui est Alors voilà, fondamental, le commentateur du Talmud, voilà, du Tanar, enfin, il a tout commenté. voilà, Il y a aussi le presque tout. Rambam, Voilà. Maïmonide. Donc en fait, il y en a quand même qui se démarquent. Ils n'ont pas Oui. tous le même niveau. Oui, et en soi, ça posera la question, un jour on en parlera, qu'est-ce qui a fait que certains commentateurs ont été mis en avant? Est-ce que c'est l'ampleur de leurs commentaires? Est-ce que c'est la Est-ce que c'est la profondeur? sagesse, la Est-ce que c'est la chaise? profondeur, Est-ce que c'est également, on va dire, le pouvoir? Peut-être qu'ils avaient du pouvoir, ils avaient les ou- moyens ouais, d'écrire et de transmettre, non? Il y a ou pas... alors des questions également d'imprimerie?
Mm. D'accord? Certains ont pu justement être imprimés, d'autres moins. Mm. Question vaste, question Il y en passionnante. a sans doute qui ont dû être détruits Il y en a qui ont disparu de à l'histoire, tu as travers raison. la tragique histoire du peuple juif, Voilà, toutes ces expulsions dans différents pays. On a forcément perdu des voilà. choses. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a l'histoire de la littérature et l'histoire de la tradition. Moi, je différencie ces deux histoires. Ok, Certaines fois, au niveau littéraire, on a des poids mineurs sur certains textes, mais au niveau tradition, on a une importance majeure. ok. Hein, bon. Donc, on a le commentaire talmudique. Ensuite, Mhm. on a le commentaire biblique qui va se développer d'une façon également incroyable. Mm. Les commentateurs bibliques. Mais est-ce que c'est de la Torah? Est-ce que le commentaire, c'est de la Torah? Tu vois, par exemple, alors derrière toi, il y a 2 livres. Ok, si tu veux bien les montrer et les prendre. Il y a le Messilat Yesharim, La Voix des Justes, et il y a un livre plus récent qui s'appelle Histoire du peuple juif. Est-ce que ça, c'est de la Torah? Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence entre ce que tu as dans les mains et Torah, Talmud, tout ce qu'on a dit? Bon, alors, évidemment, disons que cette histoire, l'histoire du peuple juif, tu as là en fait un résumé. Et merci parce que je ne connaissais pas ce livre. C'est en 4 tomes, si je dis pas de bêtises, ou Ouais. 5, et c'est excellent. Vraiment, En c'est fait, un c'est en fait travail un résumé de la excellent. dimension. Et c'est un résumé en fait de l'histoire biblique, si tu veux. Mm. Justement, de ce que je vois Pas que en. l'histoire biblique, hein, jusqu'à nos jours. Ah, Parce que d'accord, le dernier tome, ça parle de l'histoire contemporaine. Vraiment, c'est d'accord. formidable comme travail. Si Ah tu peux ouais. citer les auteurs. Ah ouais, je vois que c'est vraiment très très bien fait. Je ne peux pas encore me prononcer, évidemment. Mm. Compilé et adapté par Feigal Lubetzky et son fils, le rabbin Schneur Lubetzky. Donc, je ne peux pas te dire au niveau de. Je vois le livre, c'est intéressant, c'est. Voilà, Ok. mais. Bah, alors moi qui l'ai lu, en fait, Oui. c'est l'histoire du peuple juif. Est-ce que c'est de la Torah? Ah, ben, bien entendu. Après, Ah, on peut dire c'est de la Torah? ben, disons que On peut dire ça? l'histoire juive, Ok. c'est l'histoire C'est des Juifs. formidable ce que tu dis. Ok. Ben, tu sais, le Rav Kook, le fils du Rav Kook, le Rav Tzviuda Cohen Kook, Zichrono Livracha, écrivait le mot histoire en hébreu, historia. En hébreu, histoire, on dit historia. Mhm. Alors, divrei Yamim, mais c'est plus les chroniques. Il n'écrivait pas historia avec un tête, comme on aurait dû écrire, parce que c'est un mot étranger qui est introduit à l'hébreu. Ok. Il écrivait avec un tav. Et il mettait un petit, comment dire, un petit makaf, c'est-à-dire un petit trait, et il disait Hester Ya, Ok. c'est-à-dire Le le Dieu caché. Waouh, Et c'est donc incroyable. l'histoire, en fait, est quelque part porteuse d'une certaine providence, Une d'une main dimension, divine d'une cachée. main Voilà. divine. Et le texte de la Torah le dit explicitement à la fin de la Torah. Zichru Yemot Olam. Rappelez-vous de l'histoire. Binouche Nodor Vador. Méditez Mm. les différents événements qui étaient là. She'al Avicha V'yagetra. Demande à ton père et il va te dire Zekenecha V'yomrulach. Tes anciens, ils vont te raconter. Donc la méditation de l'histoire est essentielle. Elle passe aussi par évidemment l'histoire biblique, qui n'est Mhm. pas uniquement une histoire sainte. Le mot histoire sainte, c'est un petit peu problématique de l'utiliser, mais il y a une dimension autre que la dimension que narrative. Ok. Donc ça, c'est l'histoire, évidemment. Et on comprend bien l'importance de l'histoire, Mm. le miracle du peuple juif, qui passe à travers l'histoire, malgré toutes les persécutions, malgré tout ce que on entend, le réveil et l'émergence de l'État d'Israël au XXe Mm. siècle, Donc, par exemple, miracle de l'histoire. par exemple, les livres sur Flavius Joseph, donc sa biographie, l'histoire et tout, ça c'est de la Torah. Non, Ah non. non, c'est intéressant ce que tu dis là. Ouais. C'est-à-dire que toute histoire Ou n'est la pas. biographie de Ben Gurion. Non, Ok. non, non, non. C'est-à-dire que c'est essentiel de connaître la biographie des grands personnages du peuple juif. Mm. Mais Mais non, c'est pas ça de la rentre Torah. pas. Alors que là, c'est l'histoire du peuple juif. Ça, c'est l'histoire du peuple juif. Et Ok. je dirais peut-être qu'à certains moments, Torah, c'est pas uniquement, voilà. C'est Merci déjà quoi de Torah? Est-ce que tu peux c'est quoi enseignement, l'étymologie? enseignement, Enseignement. Hora'a, enseignement. Ok. Mais non, c'est intéressant ce que tu poses comme question parce que j'aurais pu te dire que les résumés de l'histoire biblique Mhm. rentrent dans une certaine catégorie très large qu'on va appeler Torah. Mais attention, ça ne se limite pas à ça. Parce que Torah, c'est donc le texte également, le commentaire de ce texte, et la possibilité d'apprendre de ce texte narratif quelque chose qui n'est pas de l'ordre du narratif. Ouais, donc en fait, il faut qu'on en tire un enseignement. Oui, mais c'est-à-dire que on ne peut pas résumer un texte et ensuite le résumé sera uniquement, c'est de la Torah. Mm. C'est sans doute lié à la conscience juive, historique de l'histoire. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on peut pas Voilà. dire Moïse, il est monté sur le mont Sinaï, Dieu lui a parlé, il est descendu avec des tables, c'était les tables de la loi. En fait, ça veut rien dire. Ça, on raconte ça aux enfants quand on est au GAN. Voilà. En fait, il faut Voilà. expliquer pourquoi ça s'est passé. C'est quoi enfin, il y a tout un truc. Alors, est-ce que tu peux
me Bon, dire et maintenant ce Messi, que tu as dans les mains à côté. Messilat alors, Yesharim. bon, Messi Tisharim, c'est autre chose, hein, c'est un autre, La Voix des Justes. Mais attention, on n'a pas fini Talmud, on n'a pas fini Je sais, mais il commentaire nous reste 3 biblique. minutes. Ah ouais, Mais c'est pas grave parce qu'on aura plein d'autres podcasts à venir. bon, d'accord. Donc, mais ça, c'est un livre essentiel, La Voix Tu des sais, il faut Justes. qu'on fasse comme les Américains. On fait une série et on sort pas tout en même temps. Oui, mais Comme alors, ça donne l'intérêt de mais alors regarder. Nathan, ouais, mais si on n'a pas beaucoup de temps, alors à ce moment-là, je vais dire un mot là-dessus, mais après, viens, on essaie de synthétiser ce qu'on a dit aujourd'hui. Ok. Bon, c'est un livre très intéressant, passionnant, base de la spiritualité juive Mhm. et de la façon dont une personne doit identifier dans son comportement, dans ses pensées et dans ses actions les voies du perfectionnement. Ok. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Mm. d'accord, donc qui a écrit ce livre-là, c'est un maître sans aucun doute, et il y a différentes façons de lire ce texte, qui est un texte très très intéressant. Je peux pas en dire plus maintenant, parce Ouais, que c'est trop long sinon, mon ami. on en parlera un peu plus en détail. Bon, Alors, je te pose la question. ok. Avec quoi tu sors de cette discussion? Alors, moi, avec quoi je sors de cette discussion, personnellement, bah, ça renforce. Après, ça dépend du niveau de chacun, évidemment. Chaque auditeur, enfin, moi, je peux pas me mettre à la place de tous les auditeurs. Évidemment, quand on va écouter ce podcast, il y en a pour qui ça va être quelque chose qui est déjà connu, qui est déjà su. Mais ce que je ressens là à la fin de notre conversation, c'est que, en fait, je suis émerveillé par la complexité et la profondeur du judaïsme. Vraiment, ça m'émerveille parce que ça aborde plein de thèmes. Ça aborde l'histoire, ça aborde la spiritualité, le lien avec Dieu, ça aborde une terre, ça aborde un peuple, ça aborde de la politique, ça aborde du juridique. C'est complet en fait. C'est complet, c'est sans fin. Et, euh, et bon, après, moi, ça me parle parce que c'est pour ça qu'on a créé ce podcast aussi, sinon on ne serait pas là. Voilà. Et toi, comment Et- tu veux résumer un petit peu ce qu'on a alors moi, dit? d'abord, je vais te donner mon impression. Ok, Parce que moi, c'est mon premier podcast, hein. C'est-à-dire que ouais, j'ai moi pas mal aussi. de cours sur Internet, mais c'est de la Ouais. conférence. Mm, Donc c'est mon premier mode podcast. mm, Et en fait, ce que je vois d'abord, au niveau, on va dire, du hardcore du podcast, c'est qu'en fait, il s'est passé quelque chose maintenant mm, où vraiment, j'ai l'impression qu'on est vraiment rentré en discussion. mm. On a réussi à rentrer en discussion, au-delà des caméras, au-delà des impératifs de temps, à Ouais. essayer vraiment On a de... réussi l'exercice. Voilà, exactement. Et en soi, je trouve que c'est... Ça, Ouais, moi, ça me renforce dans l'idée qu'il n'y a d'études que dans la discussion, que dans l'échange, ouais. et que certaines fois, des choses que j'ai dit, je ne suis pas sûr d'avoir pensé à ça auparavant. Mm, Mais c'est par tes questions, par ton regard, par tout ce qui est même des fois communication non verbale, mm, et par des fois aussi intuition et petite providence, comme ça, tac, eh ben, que certaines choses ont été dites. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que, ouais, il y a une possibilité de parler, de développer, mm. et ça, c'était un. Deuxième chose, je me dis aussi, bah, c'est tellement vaste. Ça veut dire que, voilà, là, on a parlé un peu de tout et beaucoup de rien. Ouais, on n'a rien approfondi. C'est-à-dire qu'on a, voilà, Ouais. on a ouvert des portes. Mais c'était le but du podcast aussi, c'est-à-dire que, évidemment, il y en aura d'autres qui vont venir, mais que la personne qui écoute le premier, au moins, il a les bases de ce qu'on Ouais, va dire tout à par la fait, suite. tout à fait. Nathan Kolakavod. Merci à toi. Allez. Et juste pour terminer, Ouais. en plus d'un grand merci à Rav Ben Admon, juste pour terminer, je vous invite, chers auditeurs, à commenter sur les plateformes, sur Instagram, Facebook, Spotify. Je ne sais pas si on peut commenter sur Spotify. Ce podcast va être distribué en version audio et vidéo en fonction de vos préférences. Et on vous dit à très vite. Voilà, à bientôt.